Salut, bande de salopes. Je peux aller voir la télé maintenant? Oui, mais ne la mets pas trop fort. Où est-elle? La télécommande? Ouais, tout près. Où ça? Dans ton cul. Génial! Il est foutu, c'est pas grave, hein? Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein? D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Cela va déchirer. Ça va déchirer très, très, très grave. Fuck off, world. Fuck. Bonjour à tous. Mais comment ça, il n'y a pas de réplique? Je suis très déçu. Non, mais attends, je l'ai pas préparé. Ah, tout de suite. bah génial, ça commence. Non, ça sera au montage. Ah ouais, super. Donc, ok. Donc La les magie du auditeurs, montage pour les Olivier. auditeurs, non, mais les l'entendront. auditeurs, ils ont quelque chose que nous on n'a pas. Donc Exactement. la magie du montage, selon je n'ai Olivier, pas- ne pas travailler. Alors moi, je propose... Non, mais on va appeler ça faire une Olivier Non, quand on a oublié un de travailler. remix de. Quand on a oublié de travailler, ben on fait une Olivier. Voilà. Eh ben, écoute. Oui, bon, bah bonjour. Voilà. Bonjour, s'il te Bonjour. plaît. Bonjour, Bonjour à bonjour. tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Dans ton cast. C'est le 3e déjà. Et Putain, oui, ça file, ça file. 3e officiel, 4e officieux. Oui, On plutôt. va pas revenir dessus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier de l'année 2020. Oh putain, bonne année, hein. D'ailleurs, on s'est- Oh putain. bonne année. On s'excuse d'avance pour ce mois d'absence. Bon, on Parce est en que entre les vacances. fêtes, le temps qu'on trouve un créneau tous les trois. Alors moi, j'ai Ouais. une question, Olivier. Oui. Pourquoi tu lis une feuille? Il a une feuille Là. devant. Non, parce qu'il y a eu certaines blagues que j'avais faites, et j'ai dit on coupe, et ben, qu'est-ce qu'on entend pendant le podcast? On entend, on va la couper, ça là, et j'entends derrière, non, et je me suis dit, ben là, on va pas couper. Assume. De toute façon, l'épisode, je pense qu'il sortira le 31 janvier. Donc, selon la loi du code civil du relou, on peut encore dire bonne année, je pense. Oh, les gros lourdoutes. Oui, y a aucun souci. Sinon, comment ça va, mes bros barbus? Ben, Mes brus. Mes brus. Ça va, mis à part cette blague, mais moi, ça va. Je pense que c'est l'une de tes résolutions cette année. Bon, que faisons-nous là, ici? Pardon. Ici maintenant. Ici, maintenant, tout de suite, que faisons-nous? Bon, je pense que Bah, tout c'est le écrit monde- dans le titre. À chaque fois, on garde le mystère, mais finalement, c'est pas si mystérieux. On se garde le mystère entre nous. Avant de débuter, les gars, et qu'on se donne un avis sur cette fabuleuse ou pas série, moi, je voudrais connaître votre avis, votre relation, votre histoire avec la dark fantasy. Alors moi, tout a commencé en 1932, c'est-à-dire... T'es pas né. Mytho. Ah. Je te coupe, hein. Mais, enfin, si tu commences à mentir à nos auditeurs et auditrices, Bah là, c'est le moment où je regarde Tristan et que... et c'est à moi de commencer. Non, et que on va chanter un thème issu d'une saga Je ne l'ai pas. de film Je ne l'ai pas. avec des orques. Ce serait pas avec des petits hommes avec des pieds Des poilus. petits hommes qui marchent dans Des la petits pampa. hommes. Voilà, c'est ce petit délire. On aime bien la chanter quand on est dans la nature et tout, en Écosse, etc. On la gueule. Voilà, je pense que nous, notre rapport à l'heroic fantasy, ça vient d'abord de là. Ouais. 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 Ah, parce que les hobbits, là, ça me parle. Mais Ça, c'est après, assez ça, suivi. je le mettais même pas forcément dans de la dark fantasy à la. C'est à l'heroic Heroic fantasy. ouais. Heroic. Heroic fantasy. Parce que le dark, après, c'est une catégorie assez particulière. Eh bien, éclabousse-nous de ton savoir. Bah, parce c'est que un je ne sais peu. Ah non, c'est juste que l'image est sombre. pas. C'est-à-dire que la colorimétrie, elle est un peu à chier. Il y C'est a un la- peu, c'est une espèce de dystopie. Dystopie. Ça a quasiment. Bah, il faut dire aussi que le Seigneur des Anneaux a introduit la heroic fantasy auprès du grand public aussi. Donc, Bah, Oui, après, ça il y va. avait. certes, t'avais quand t'étais plus jeune, démocratisé. t'avais Willow, t'avais Dark Crystal. Que j'ai jamais T'as vu, vu, mais rien Dark que l'esthétique Crystal. me donne envie de vomir, perso. Mais Mais moi, je les ai vus, mais quand j'étais gamin, parce que mes Mais parents. ça, Dark Crystal, il y a que depuis ce dont tu avais parlé je dans un l'avais vu moi, épisode quand j'étais précédent gamin. Quand j'étais gamin, Que j'avais j'ai- vu le premier. que j'ai connu ce truc. Je savais Ok. pas que c'était aussi vieux. Enfin, Ah, et si. oui, effectivement, je trouve ça un peu visuellement repoussant, le côté marionnette, Moi, j'ai kiffé au bout d'un le moment. style. Je suis pas fan, mais Ouais. Et ouais, non, je pense que c'est, ouais, concrètement, c'est le Seigneur des Anneaux qui a apporté ça au grand public. Parce que même mes parents, enfin, ma mère plutôt, j'ai plutôt cité ma mère, qui aime bien le Seigneur des Anneaux, alors. Et, bah ouais, ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça m'énerve un peu parce que ta question est toute simple, mais j'arrive pas à dire quand est-ce que ça a commencé. C'est surtout ça. ce qui est de mon côté, c'est j'ai appris pas à lire, bien sûr, parce que ça serait Parce tard, que je ne sais toujours pas lire. Là, c'est une Non, période parce que de ma surtout si vie. t'apprends à lire grâce à Tolkien, là, respect. Ah non, pas du tout. C'est, je vais parler des Royaumes oubliés. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection de livres, Ça me vient. dont les premiers ouais, ça me dit bouquins, quelque chose. ce sont la trilogie de l'Elfe Noir. Et en fait, j'ai appris à aimer lire avec cette trilogie, Ok, vers quel âge avec, je sais pas, 10-12 ans. Et alors que maintenant, clairement, je n'aime plus la dark fantasy, ça m'attire plus du tout. Mais j'ai aimé lire avec ça, avec le personnage principal s'appelait Drist Do'Urden, qui était un drow, une race d'elfes qui est dans Donjons et Dragons. Ok. Et du coup, c'était ça un peu ma question. C'est est-ce que vous, par exemple, Donjons et Dragons, vous y avez joué? J'ai jamais joué. Je crois que j'avais vu le film chelou, là. Il y avait un film Dans qui les était années, pas fou. début 2000, Ouais. fin 90. Je l'avais Alors vu. c'est bon, moi j'ai un peu le début de mon amour pour l'heroic fantasy. Je vais vous parler des jeux vidéo.
Ça s'appelle Baldur's Gate, peut-être connaissez-vous. De nom. Oui. Mais en même temps, Donc, c'est un très vieux jeu c'est bien, de c'est qu'on rôle On n'a pas la même génération. Non. du studio BioWare qui a fait Mass Effect. Et donc, c'est un jeu d'Heroic Fantasy où vraiment le jeu de rôle dans la plus pure tradition, où tu gères ton personnage que tu crées avec ta fiche de personnage, etc. Comme dans Donjons et Dragons finalement. Il est difficile ce jeu, non je crois. Il est très dur ce Il a jeu. été- ouais, voilà, il est réputé pour être compliqué. Et je crois que c'est un des premiers jeux vidéo où j'ai vraiment. Alors on ne dit pas binge-watché pour les jeux vidéo, mais Game Torché. j'ai geeké comme un Binge petit gamé. fifou. Comme un petit fifou. Ouais. Et très très cool, de bonnes sensations de gameplay, respect de l'Ovalie, tout ça. Ok. Et je conseille très très fort ce jeu. Mais donc Mais, voilà. D'ailleurs, vous saviez que l'attaque des Titans est considérée comme de la dark fantasy. Ah bah complètement. En fait, à Oui, partir du plus moment où tu ça y monde réfléchis, fantasy, plus oui, c'est qui logique est- en fait. c'est assez large, hein, le monde fantasy. Après, il y a je ne sais combien de sous-catégories. Et The Witcher, dont nous allons parler, fait partie de cette Ah bah, catégorie. merci pour le spoil. hein. Très Quoi On va parler de Le Sorceleur, bien. Le sorceleur. La saga du sorceleur. le boucher de Blaviken. Qui résume l'histoire? Vas-y, Triton. Non. Résume. Alors, ou si c'est toi, Tristan, qui Ah, le je fait. vais lire. Ok. Bon, bah, je vais lire le résumé. pour une Vous êtes témoin, fois. Ok. vous deux qui me regardez, que vous n'avez pas lu cette feuille. Absolument pas. Bah, Très en fait, bien. est-ce que t'as vraiment envie de la lire parce que j'ai très peur ce qu'il y a écrit Ouais, moi je veux lire. Je veux lire. C'est un résumé. Ok. Oui, mais alors Ce n'est attends. peut-être pas drôle et je m'en excuse par avance. Ah, il a fait des blagues. Oh, putain, Est-ce que ok. c'est toi qui l'as écrit ou est-ce que tu l'as trouvé sur internet? Non, je l'ai écrit. C'est pour ça que c'est peut-être mauvais. Bon, c'est comme le wording sur la photo Instagram que tu as fait avec plein de jeux de mots. Ok, je coupe. Alors, oh putain, ça me plaît. Je vais prendre l'accent du sud parce que rien que le titre, le résumé de Tonton Olivier. La série suit l'histoire de Gérald de Rive, un sorceleur puissant produit d'une union entre Legolas et Highlander. Ouais, bon, jusque là, ça peut se tenir. Il vit comme un solitaire, sans doute à cause de son problème d'alcool. Les yeux jaunes, ça ne trompe personne. Il arpente les royaumes fragiles et corrompus d'un monde non fort bien recherché de continent. C'est vrai que oui. Oui. L'incontinent. Sa destinée mettra sur son chemin Jasquier, son Francis Lalanne personnel qui va lui coller au fion. Ça marche très bien. Et qui aimerait sans doute faire davantage que de s'y coller le petit coquinou. Ok, bon alors la prochaine phrase qui suit, ça c'est pour nous. Ce troubadour de la guilde Webedia cherchera pour son sorceleur des OP sponsors Red Shadow Legend en chantant à travers le continent « Jette un sou à mon youtubeur ». Ça c'est bien, ça c'est drôle. On suit également Yennefer, la Daenerys nympho du continent, oui, complètement, qui débutera l'aventure avec un très léger problème de scoliose et une rage de dents carabinées. C'est aussi une puissante sorcière qui aura tendance à montrer ses gougouttes dès que l'occasion se présentera. Et enfin, Ciri. C'est le moment de la blague. Ciri. Siri à votre écoute. Merci Ciri. Jeune princesse dotée d'un don mystérieux, à peu près aussi intéressante qu'un assistant vocal. Ah merde, ok. Bien joué, ok. Tu vas dire bien que joué. ta Siri elle est un peu virile pour le coup. Que veux-tu, sorceleur? Je suis une princesse. Eh bien, écoute, je vais noter ce résumé de Tonton Olivier. Je pense qu'on peut partir sur un 7 sur 10. Parce que c'est à peu près ça. D'accord, donc nous avons donc le plot Yes. qui est assez impressionnant finalement. Et fort Très bien cool. résumé par un texte Merci. de qualité. Merci, Tonton Olivier. De rien. On se donne un avis rapide. Laissons commencer celui qui n'aime pas l'Heroic Fantasy. Olivier, c'est à toi en fait. On te vise complètement. Alors j'ai essayé. Je lis mes notes en même temps parce que je me suis vu que j'étais à peu près aussi intéressé par la série. Oui, parce qu'il faut le savoir, Olivier a fait un gros effort. Parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé cette série, j'aime beaucoup l'univers, etc. On en reparlera. Spoil. On en reparlera. Mais Olivier, pas vraiment. Non, mon avis est très mitigé. D'un côté, je trouve que visuellement, c'est superbe, la majorité du temps. C'est vrai. Que c'est bien épaulé par une bande son. C'est vrai aussi. Le casting, bon, il y a eu, on aime ou pas Henry Cavill. Pour moi, il l'incarne parfaitement. Il y a pas de débat. Le casting, non, j'aime bien, mais voilà, ça s'arrête. Tout ce que j'ai aimé, ça s'arrête là. Voilà. Et pour le reste, les dialogues, donc, je ne sais pas si c'est du fait de la VF, mais je trouvais ça très théâtral. Je l'ai regardé en VO, je pense que Tristan aussi. Oui, Et je exactement. pense que pour ce genre de, justement, d'heroic fantasy d'univers, à mon avis, il est possible que les doubleurs en fassent un peu trop. C'est une bonne C'était question. pas tant dans l'interprétation, Ah ouais. mais dans vraiment la structure des phrases. Donc voilà, c'est un ressenti que j'ai eu. Donc vu que j'ai même pas essayé de regarder en VO, Parce qu'en VO, la voix d'Henry Cavill me sortait par les trous de nez au bout du 2e épisode. Je comprends, en fait, il avait été interviewé, il disait il avait envie de donner un ton un peu grave, un peu suave aux personnages, etc. Sauf qu'au bout de 30 minutes, t'en as déjà marre. En fait, c'est le I'm Geralt of Rivia, you know. Enfin, Je fais, oui, on a compris.
À part ça, les personnages, je trouve qu'on ne s'attache à aucun personnage. À part Jasquet éventuellement, mais Walou. Et vu que y en a, ils vont mourir, en vrai, tu t'attaches pas parce qu'ils vont réapparaître en plus tard à cause de cette fameuse chronologie. T'en as strictement rien à foutre de leur mort. Et du coup, la chronologie, parlons-en, qui a fait tellement de débat. Moi, perso, je comprends pas les gens qui disent non, mais même si tu ne connais rien à l'univers, tu comprends quand même. Faut pas être con. Bah, dans ce cas, moi, je suis peut-être con. Non, mais c'est vrai que j'ai eu ce débat avec pas mal de gens qui souvent connaissaient l'univers à la base, qui m'ont dit mais c'est n'importe quoi, c'est super compréhensible, au bout de 20 minutes j'avais compris, machin. Moi, même connaissant l'univers, c'est un peu au bout du 2e, 3e épisode que j'ai commencé à comprendre qu'en effet il y avait plusieurs timelines et que ça finissait par se rejoindre, mais c'est pas évident du tout. Je pense que ces mêmes personnes, tu leur demandes, même si elles ont adoré la série et elles ont compris dans les mêmes lignes, tu leur demandes de résumer vraiment la série dans l'ordre, je pense qu'elles seront incapables de le faire. Dans le cas présent, je considère que la chrono, elle est inutilement compliquée. Après, j'ai fini le premier livre, alors c'est pas les mêmes histoires parce que la série est tirée d'une autre nouvelle que De juste 2 nouvelles. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai lu des nouvelles, il y a quelques moments qui sont retranscrits dans la série, mais la construction du récit est tout aussi erratique, on va dire. Enfin, ça arrive, ça revient. En fait, t'as eu 3 histoires qui se suivent en parallèle, chronologiquement certes, mais qui se passent pas au même moment. Du coup, peut-être qu'ils ont voulu faire comme dans les livres. Ouais, mais justement, il suffisait juste de faire ça, c'est que de la rendre plus linéaire, au moins dans l'ordre chronologique, oui, c'est vrai. même avec 3 timelines différentes. Ah, ouais. Ok. Et ensuite de ralentir, admettons, parce que en gros, pour faire simple, il y a la timeline 1 qui est Yennefer qui se passe dans un passé lointain, la timeline 2 qui est Geralt dans un passé proche, et Ciri dans le présent. Alors il me semble que la timeline de Gérald se passe avant de celle de Yennefer. Dans la série Bah tu vois, dans ce cas, si c'est le cas, moi je pense qu'on faudrait vérifier, mais Netflix, qui avait compris son erreur, a sorti pas mal d'outils justement pour aider les mais fans. tu vois, d'en arriver là enfin c'est qu'il y a une erreur. C'est marrant, ils ont sorti, je sais pas si tu avais vu Tristan aussi, ils ont sorti une espèce de carte interactive où tu pouvais regarder sur la carte le site est super bien fait. Moi j'ai trouvé moi franchement il manque quelques outils, mais... je trouve ça même intéressant en fait. Je trouve ça intéressant. Après bon, si les seules timelines que je trouvais que c'était chier du cul, c'est justement Yennefer et Geralt, parce que du coup Yennefer, tu sais pas trop quand est-ce que ça se passe, c'est assez flou. Mais en fait, là où tu finis par le comprendre, je trouve, et ça devient assez gratifiant une fois que tu as compris la construction. Ouais. Et que tu dis ok, c'est là que ça va se rejoindre. Mais ça tu comprends au bout du peut-être 4e, 5e. Enfin, tu devines que peut-être qu'il y a quelque chose, mais t'as toujours pas le doigt dessus. Et moi ça me saoule ça quand je regarde derrière. À la limite, je veux bien réfléchir dans une série quand t'as un vrai enjeu derrière, que ce soit une démarche artistique ou que ça sert le scénario. Là, enfin, concrètement, ça sert à rien. Si, c'est utile dans l'installation des personnages, tu peux voir différemment. Mais t'aurais pu le faire chronologiquement, les 3 timelines à des époques différentes, mais dans l'ordre. Ça aurait été beaucoup plus long. Tu ralentissais les timelines 2 et 3, par exemple, le temps que la une rejoigne les autres, etc. Et au final, c'était beaucoup plus long. Peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait justement parce qu'en le faisant chronologique, peut-être qu'ils se sont dit que les gens accrocheraient moins, qu'il y avait moins de suspense, je sais pas. Bah en fait, là, c'était surtout très intéressant dans le sens chronologique où t'as les 3 personnages les principaux qui sont présentés dès le début. Ouais, mais tu pouvais faire la même chose dans l'ordre. Bah non, parce que Ciri, tu l'aurais vu que vers la fin. C'est ça le truc. Ciri, tu l'aurais eu qu'à la fin. Ouais, mais quand même dans l'ordre. Enfin, même si tu faisais quand même la timeline. Tu pouvais faire se chevaucher les timelines, mais dans un ordre logique, en fait, chacune dans le bon ordre. Pas genre, ça aurait été beaucoup plus. Non, là, c'est juste que dans une seule timeline, que tu prennes celle de Yennefer, de Geralt ou de Ciri, individuellement, les timelines ne sont elles-mêmes pas dans l'ordre. Et c'est ça qui me gêne. Ouais. C'est le fait, tu pouvais juste les mettre dans l'ordre en parallèle chacune, et ça marche. Ça m'a absolument pas choqué. Et le fait que tu dois c'est ça, et le fait que tu dois réfléchir, c'est seulement et uniquement pour la chronologie de l'histoire, et pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais au-delà de ça, je considère que la série est quand même prometteuse, donc j'ai malgré tout envie de voir la saison 2 si c'était du test, hein. C'était du pur test, hein, cette saison de toute façon. Pour moi c'est du fan service. Bah ça après, c'est du fan service. C'est complètement du fan service. En même temps, c'est normal parce que les personnes qui vont regarder en priorité, c'est les fans, quoi. Ouais, mais tu regardes Game of Thrones, enfin, on n'arrête pas de comparer. Pour moi, non, c'est pas du tout comparable, mais il y en a plein qui n'aimaient pas cet univers, qui ont appris à aimer avec Game of Thrones. On dit que la saison 1, j'ai pas le recul nécessaire, je me rappelle pas de ce que je pensais lors de la première saison. Elle était nulle, vraiment. Mais tu vois, les deux premières étaient très lourdes, hein. Par rapport aux différents noms, on n'arrivait pas à retenir, à comprendre le fonctionnement, etc. Je me rappelle pas de ce que je ressentais à ce moment-là. Je me rappelle pas avoir été déçu comme ça. Ouais. Thibaut, toi, t'en penses quoi?
Pour le coup, moi j'ai commencé, alors il faut le savoir, les jeux The Witcher existent depuis 2007. Je n'ai commencé que très tardivement, donc j'ai eu beaucoup de potes qui ont joué à cette saga, qui m'ont dit « Ah, c'est génial, joue, etc. » Et moi j'étais à cette époque le genre de connard qui joue 3 minutes, et si j'accroche pas dès le début, j'arrête. Ouais, tu passes à autre chose, quoi. Donc j'ai essayé Witcher 2, je crois, qui s'appelle Assassin of Kings. Ouais, Bref, donc, j'ai essayé, j'ai joué une demi-heure, ça m'a gavé. Pareil pour le 3, c'était notre ami commun Arthur qui m'avait intronisé au 3 à l'époque. J'ai essayé de jouer, je suis tombé dans une zone où les mobs étaient beaucoup trop forts pour moi. Je me suis dit ça me gave, j'ai arrêté. Et là, je pense il y a 6 mois, je pense que c'est aussi la série qui m'a remotivé parce que la série arrivait, je me suis dit c'est bien que je connaisse l'univers, etc. J'ai rejoué au 3 et on va pas se mentir, je l'ai torché, je l'ai torché. Puis j'ai regardé la série, puis j'ai commencé à lire les livres, j'ai fini le tome 1. Bref, j'adore l'univers, mais bon, comme on disait au début, l'heroic fantasy, je pense que je suis pas très objectif pour ce genre de choses. Mais non, je trouve l'univers très bien écrit. J'aime beaucoup l'idée de revisiter un peu les mythes qu'on a tous sur les vampires, les loups-garous, les trucs comme ça, et d'y apposer un peu une marque un peu spéciale avec la magie, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Après la série, Henry Cavill, moi j'étais pas super convaincu au début, mais je trouve qu'il fait bien le taf. C'est un bon acteur, on y croit. Pour moi, le seul bémol que j'aurais sur la série, c'est les niveaux costumes et effets spéciaux. Ouais. Genre les lentilles. Et la 3D. Les lentilles. Les costumes à proprement parler sont. Non, pas les costumes, vraiment les lentilles. Moi, il y a des moments, tu sens que c'est des effets visuels qu'ils ont mis et ça passe. Il y a d'autres moments, c'est des lentilles, mais dégueulasses. Dont un gros plan sur les yeux. Oh là là, il y a un gros plan sur les yeux de Gérald. Et que tu vas acheter à la Japan Expo, quoi. Mais c'est ça. Mais bon, ça c'est juste une affaire de perspective et de goût, mais c'est pas très grave. Mais non, très positif pour moi, j'ai beaucoup aimé. J'attends beaucoup la saison 2 parce que là, on a globalement fait qu'effleurer la surface. Il y a beaucoup de choses encore à raconter, beaucoup de personnages à rencontrer. Et non, moi j'ai hâte de devoir développer la relation Ciri-Geralt. Oui, surtout que ça finit sur un cliffhanger de merde. On s'en doutait un peu, mais j'ai très hâte de voir. Putain, j'ai perdu son nom. Vesemir. Voilà. Bah oui. J'ai très hâte de le voir. Vesemir qui est le mentor de Geralt. Oui, parce que je regarde Thibaut d'un air circonspect. D'un air d'autoroute. Là, c'est vrai que la seule difficulté que j'ai vue au début, même moi qui connaissais un peu l'univers, c'était les nations qui se font la guerre. Entre Nilfgaard, entre tous les trucs de merde comme ça. Tu te dis alors qui est qui, qu'est-ce qui fait quoi? Ta race. Mais voilà. Mais pour une saison 1 qui est clairement pour installer l'univers, bah justement, si t'es censé l'installer, c'est que t'es censé expliquer. Et je trouve qu'il n'explique pas les choses. Il pose pour les gens qui connaissent un peu l'univers. Avant et tout, c'est une ça série de passionnés pour des passionnés. Et puis je pense que elle est compréhensible pour des gens qui ne sont pas experts de l'univers. Mais après, ça coûte pas grand-chose de passer quelques minutes à se renseigner un peu avant de commencer. Après, vous avez toutes les cartes en main. Je pense qu'il doit y avoir des articles partout sur le net, genre les 10 choses à connaître avant de commencer la série. Donc si vous n'avez pas encore regardé et si vous ne connaissez pas l'univers, prenez 10 minutes, renseignez-vous avant et après vous êtes paré. Tristan, qu'as-tu pensé de The Witcher? Alors moi, The Witcher, non, alors globalement, c'est comme toi, l'Heroic Fantasy, je suis très bon client, donc. Un Yankee, comme on dit. J'étais un Yankee. Alors moi, The Witcher, en termes d'antécédents, mon petit frère, lui, a torché le 2. Même le 1, il a torché le 1, torché le 2. Le 3 aussi. Il les a tous joués, en fait. Il passe du PQ pour se torcher. Non, il a vraiment adoré. Très littéral ici. Et j'avais testé The Witcher à l'époque. Quand il est sorti en 2015, c'est ça? Ouais, 2015. Le deuxième, ouais, c'est ça. Le troisième. Ah oui. Et ça a été pareil il y a quelques mois où j'ai racheté sur console, sauf que je bats ce putain de Gryffondor là. Gryffondor, je le bats et j'arrête de jouer. C'est tout le temps ça. C'est la 5e fois que je recommence le jeu, que je bats le Griffon. Et en fait, je sais pas. Soit c'est parce que c'est beaucoup trop long et que je me dis que j'ai pas le temps, ou alors c'est que je sais pas. Oui, ouais, c'est ton esprit certainement. vise ailleurs. Mais tu sais que c'est marrant parce que c'est un débat que j'ai souvent avec des potes. Alors c'est peut-être parce qu'on n'a plus 15 ans et qu'on n'a plus autant de temps qu'avant, mais je pense qu'on devient beaucoup plus sélectif pour tout en fait. Et que tu commences un jeu, si dans les 20 minutes t'accroches pas, tu lâches en fait. Alors que pourtant j'adore, hein, c'est le genre d'univers que je peux passer des heures et des heures. Skyrim, je l'avais torché, j'avais 70 heures en une semaine. Ouais, mais tu vois, ça me rappelle, c'est un peu comment dire, mais Red Dead Redemption 2. J'allais te dire ça. C'est un jeu que j'ai adoré. De te construire quelque chose qui soit intéressant. En fait, le jeu, t'as 3 heures facile au début. Je l'ai pas fini. 3 heures où je pense que la majorité des gens qui ont lâché à ce moment-là. Ouais. Parce que ça te construit le récit, le passage dans la neige.
où ça dure vraiment 3 heures et tu peux pas faire grand chose, t'es limité, etc. Une fois que t'as passé ça, c'est bon, t'es parti. Mais voilà, il y a une phase de test à l'entrée. Peut-être qu'un jour, je serai motivé ou je me prendrai vraiment le temps pour le faire. Et puis, en juillet dernier, je me suis dit, je vais acheter les livres. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle collection. Très sympa, là. J'ai acheté le tome 1, le tome 2, parce que je me suis dit, je vais le torcher. D'ailleurs, comment s'appelle l'auteur, Tristan? On l'a pas dit. Alors, il s'appelle son nom, s'il te plaît. Andrzej Sapkowski, qui est un gros branleur. Sac à merde. C'est un gros non, mais c'est un gros branleur. Il y a eu un article qui est sorti là sur lui là il y a pas longtemps par rapport à The Witcher la saison 2. Alors, fait avéré ou pas, je suis désolé, peut-être que je parle d'une fake news, mais je crois que c'est vrai. Où en gros, il disait que il veut pas du tout être interrogé pour participer à la saison 2, etc. Parce que moins il en fait, mieux il se porte, il a dit. Genre, il aime pas travailler. Donc, du coup, il veut pas être sollicité. Pour la petite histoire, donc monsieur Andrzej, qui est un auteur polonais, avait été approché par le studio CD Projekt pour justement retranscrire ses jeux en jeux vidéo, enfin ses livres en jeux vidéo, pardon. Et il avait dit les jeux vidéo c'est de la merde, j'y crois pas. Et il avait revendu les droits de son œuvre au studio pour, je crois, 5000 balles à l'époque. Les jeux ont cartonné de ouf. Il a fermé sa gueule jusqu'au 3. Et au 3, il a fait les gars, s'il vous plaît, je veux de l'argent, arrêtez. Ouais. Du coup, il a pas une super image, ce mec. Ouais, rien que pour le pendentif, etc. Bref. Donc non, après The Witcher, moi ça m'a toujours intrigué. Je trouvais ça très cool, tout le monde en parlait autour de moi. Tu sais, c'est le fameux bon truc. C'est nos coups de cœur qu'on propose à chaque fin de podcast et que derrière on se dit il faudrait que je regarde. Et que du coup, on ne regarde jamais. Entre nous, c'est Thibaut qui nous a fait la petite réflexion la dernière fois. J'arrête pas de vous proposer ça, c'est super cool, mais vous regardez pas. Et moi je suis là genre en mode, il est vrai. En effet. Voilà, donc mais tu as rétorqué en disant mais toi non plus. Alors que à quoi j'ai répondu t'as de la chance que j'ai pas de répartie là. Timothée, ça suffit. Et j'étais très intrigué, donc j'avais très hâte de voir la série. Surtout que Netflix essaye de relever la barre ces derniers temps. Au fait, petite anecdote, peut-être que Olivier l'avait noté aussi. Je ne savais pas, il y avait une autre série The Witcher qui était sortie. C'était un film polonais qui était sorti. Oui. Et le film était sorti, s'était fait éclater. Après, ils se sont dit que c'était une bonne idée d'en faire une série en 13 épisodes. Sauf qu'en gros, ils ont juste split le film en plusieurs épisodes. Ce qui n'était pas une super idée, quoi. Et ils se sont fait défoncer la gueule. Okay. Et il y a un trailer qui est en ligne sur toutes les plateformes de vidéos. C'est très très rigolo. Les effets spéciaux, ça rappelle un peu Xena la guerrière, si vous voyez un peu le délire. Et Hercule. Mais dans l'esprit, même là, pour moi, c'est pareil, mais juste en très bien fait. Parce que pour moi, il y avait des aspects très série B, mais avec des énormes moyens. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a eu quelques passages, en fait, quand c'était des personnages un peu secondaires ou des acteurs pas forcément connus. En gros, c'est ça. Quand t'as Henry Cavill, tu sens qu'il y a du budget. Quand il n'y a pas Henry Cavill, tu te dis, ouais. Ça, et d'ailleurs, les chorés de combat, où elles sont folles. Pas toutes. Ils ont mis, tu vois, le paquet, ils ont fait une com là-dessus où tu voyais le premier tout. Le passage de boucher, là. Ouais, voilà. T'as le boucher. Où celle-ci, elle est vraiment canon. Et tu dis, ça va être canon. Ça va être du banquet. Ça du banquet folle. Ouais, mais il y en a pas tant que ça. Et les scènes de magie sont moches. Elles se battent, moi je trouve pas ça ouf. Il y a juste, alors moi j'ai bien aimé en soi, je me suis régalé, j'ai passé un bon temps. Faut dire que j'ai regardé les 8 épisodes d'une traite. Oui, je n'avais rien d'autre à faire de ma vie. Putain, bien joué. Non, j'avais bien aimé. Alors j'ai eu que 2 déceptions, dont une qui me tient à cœur dans ce genre de série. Il va nous parler de géographie là, je le sais. Non, je veux pas parler de géographie. Non, ça, ce n'est pas comme dans Six Underground. Non, je vais parler de la musique. Elle est pas notable. Elle est pas notable. Si, on peut la noter parce que ça a été bien réalisé, c'est très bien. Elle est bien parce qu'elle s'intègre bien dans le truc. Mais tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. T'es genre, c'est pas comme le travail de Ramin Djawadi dans Game of Thrones. Tu dis, c'est la musique, le mec, avec Hans Zimmer, tu demandes aux gens dans la rue, ils en connaissent que 3, ils vont te citer John Williams, Hans Zimmer et Ramin Djawadi pour Game of Thrones. C'était vraiment des choses qui restaient en tête. Là, il y avait des bons moments où, t'avais, les enchaînements de violon, etc. Et, là, j'étais un peu déçu dans le sens où putain, t'as des passages épiques, fous une putain de musique épique, monte le son quoi, fais péter les watts. Et c'était pas le cas, c'était un peu dommage. Ça rappelle The Irishman, on s'était fait la même réflexion. Oui, c'est vrai. Oui. On a fini 3 heures en se disant on n'a pas entendu la musique. Donc finalement, c'est qu'elle s'intègre bien. C'est ça. Qu'elle est pas mauvaise mais qu'elle est pas folle non plus. Mais là du générique, parfois j'essaie de me forcer à écouter la musique, de me dire bon allez, est-ce que ça marche bien? Bon, parfois ouais, mais sauf que t'es obligé de prêter l'oreille, de dire putain, là t'as des violons, là t'as des. Ouais, tu devrais pas avoir à faire un effort pour. C'est ça, c'est dommage. Donc j'étais un peu déçu sur ça. Et les effets spéciaux, les dragons.
Putain, Ah oui, c'est vrai. j'avais l'impression de revoir Cœur de Dragon, quoi. Non, mais là, c'était juste un avis. C'est vraiment ce qui m'a choqué parce que j'ai revu. Tout le monde a vu. Bon, peut-être pas dans votre adolescence et moi pendant mon enfance, messieurs. Cœur de Dragon. C'est avec le truc un peu effets spéciaux décalés, etc. Série B, ce que tu disais. Bah, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le dragon arriver. Putain, j'étais là, genre, ah ouais, c'est dur, c'est très dur, quoi. Ça et certains Avec monstres, quoi, parfois la photographie. Et troisième petit point, c'est la photographie. T'as des passages où c'est super beau. Genre vraiment, quand t'es avec les personnages dans des huis clos, entre guillemets, des passages fermés et tout, c'est très très cool. Mais quand, là, par exemple, dans la forêt, c'est pas beau. Dans la forêt, à quel moment? Ah oui, si. Oui, d'accord. Là, ils ont boosté la colorimétrie. Oui, clairement. Enfin, ils ont mis un filtre vert trop dessus. much. Et quand ils se baladent à l'extérieur, t'as un petit côté, t'as un semblant désert, montagne, rocailleux. Putain, tu te dis parfois, c'est cramé, quoi. Enfin, Mais en fait, c'est vraiment ça. On dirait qu'il y a d'une scène à l'autre, c'est juste un filtre qu'ils ont rajouté par-dessus. Et tu sens qu'ils rajoutent les petits effets. Les lens flares. Ouais, les lens flares et tout. Tu vois, ils en foutent à la pelle. T'es là, tu fais aïe aïe aïe. Ouais, vous avez filmé ça dans le sud de la France, à côté de Valras-Plage, là. Ouais, j'étais un peu déçu, quoi. Voilà, mais globalement, en soi, j'ai bien aimé. Ok, donc 2 plus, 1 moins. Dab. Peut-être qu'un jour, on sera tous les trois d'accord. On était tous les trois d'accord pour Six Underground. Désolé. C'est vrai. C'était de la merde totale. Vous entrez en zone spoiler. Du coup, on va essayer de résumer grossièrement la série par ordre chronologique, mais chronologique officiel, on va dire. Donc, à savoir le deuxième épisode. Ouais, voilà. C'est Donc, pas dans le sens de sortie historiquement parlant. Ouais, voilà. Ça commence avec Yennefer, après avoir été vendu par son père pour 4 marks. Il y a Marc Repère. Dorsel. Oh putain. Ouais, bah oui. On l'a pas dit. T'as gagné, comme Oulox. Elle est emmenée à l'académie de magie Aretusa, quand elle est encore adolescente, par, vous me corrigez, Tissaïa de Vries. Merci, et commence ses essais pour devenir une sorcière. Elle galère un peu, faut le dire. T'as oublié de dire qu'elle était... on a parlé de la scoliose, mais vraiment vénère. Oui. Le C'est bossu, quoi. Quasimodo. C'est un bossu, ouais. Elle est pas que Quasimodo, genre elle est méga modo. Un modérateur, c'est génial. Et non, le seul truc que j'ai bien apprécié, c'est que tu n'avais pas de moquerie. Tu sais, les trucs faciles comme on peut bouffer à chaque fois quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de handicap ou des trucs comme ça. Là, pour le coup, c'est camarade de classe. T'as pas de jugement. Donc après, est-ce que c'est le fait que c'est dans un monde de fantasy où tu peux voir des créatures un peu bizarres? Oui, elle s'en prend plein la gueule quand même, hein, de la part de ses parents, de la part de sa prof. Oui, mais voilà. Mais Tissaïa, c'est pour la pousser à être meilleure d'elle-même. Oui. Mais il n'y a pas de jugement physique. T'es genre en mode, hé, t'es bossu ou quoi? Voilà. Comment tu pues la merde, wesh. On dirait que tu portes un sac à patates. Et elle va commencer sa relation avec Istred, et qui va lui apprendre qu'elle a un quart d'elfe en elle. Et Rien de sexuel. On parle pas du bus. Hein. Je trouvais ça un peu... juste petit commentaire sur Istred et Yennefer. C'était un peu creepy au début. Alors c'était creepy, et là pour le coup, c'est un des passages où j'ai eu vraiment du mal à suivre. Où genre, ils se retrouvent dans cette espèce de cave. C'est quoi cet endroit? Ouais. Comment ils se retrouvent sans que personne soit au courant? Oui, et que comment ça se passe? Je n'ai pas compris. En plus, ça, genre, c'est bon, il devient croque-love en 2 secondes. Après, tu te dis, mais attends, il est vraiment attiré. Mais c'est là aussi que le fait qu'il aurait pu y avoir des petits textes en bas, genre 3 ans plus tard. Ouais. Parce que là, c'est vraiment genre d'un épisode à l'autre, 20 minutes après, ils sont amoureux. Tu dis, mais il s'est passé quoi? Bah déjà, à chaque changement de timeline et d'époque, tu n'as strictement aucun repère. C'est vrai. T'es obligé de comprendre par toi-même au bout d'un moment. A few moments later. One Eternity Later, on arrive à l'épisode 3. Donc après des années d'études à Aretusa, Yennefer, pour devenir une sorcière accomplie, va devoir subir un espèce de rituel où elle sacrifie le fait de pouvoir enfanter, / son utérus, pour aller à la cour d'Aedirn. Et donc le rôle des sorcières dans cet univers, c'est d'être un peu les conseillères des monarques et de manipuler un peu l'opinion pour faire, pas faire régner l'ordre, mais un peu faire appliquer les desseins des sorciers, quoi. Ouais. Voilà. Avec une scène déjà culte. La scène est assez cool. C'est marrant parce que justement ils en parlent dans le livre que j'ai écrit. Que tu as écrit. Que j'ai écrit, oh là là, que j'ai lu. Waouh! Gérald, qui est donc un sorceleur, a des capacités un peu supernaturelles.
Et donc il arrive à voir au-delà des apparences et il voit Yennefer telle qu'elle est quand il la rencontre. Donc même si elle est belle aux yeux de tous, lui il la voit toujours bossue. Ah ouais. Et il voit ses défauts. Sauf qu'il essaie de justement que ça ne transparaisse pas dans son regard parce que Yennefer, pareil, elle arrive à tout voir. C'est une sorcière super puissante, etc. Ok. Donc de base, il a déjà un critère de beauté un peu particulier, ça veut dire. Ouais. Bah, il aime bien les choses uniques, je pense plutôt. Donc voilà, elle peut plus faire de bébé, mais c'est une sorcière avec des pouvoirs de la mort qui tue. Après, elle a un coup de foudre et c'est pour ça qu'elle devient toute droite. Et donc, juste après l'épisode 3, techniquement, ça serait donc l'épisode 1, où on voit donc la reine Calante qui prend le trône de Cintra, alors qu'elle est encore qu'une adolescente, et elle remporte sa première bataille. Et ensuite, Geralt devient le fameux et l'unique boucher de Blaviken, juste après la victoire de Calante. Mais c'est là où il rencontre... moi, c'est... Renfri. Voilà, moi c'était en termes de crush, c'est Renfri, tu vois. Et cette bataille dans les rues de Blaviken, c'est stylé. Qui va lui donner son surnom. Les chorégraphies, c'est ultra stylé. C'est le moment où je peux faire ah dans les livres c'était pas comme ça. Ah ouais. Ouais. Ok. Là où la série fait très bien le taf, c'est que comme Le Seigneur des Anneaux a fait un peu, Peter Jackson avec les livres et le passage au cinéma, c'est que la série se débarrasse des moments un peu chiants, un peu plats. La rencontre entre Geralt et Renfri, ça se passe toujours dans le bar, mais là où dans la série, elle vient le chercher dans la forêt, dans le livre, elle débarque dans sa chambre la nuit, et ils ont une discussion, et petite drague, voilà, et elle finit par lui dire si tu viens demain, on sera obligé de se battre. C'est ce qui arrive le lendemain. Mais je trouve que dans la série, ils ont réussi à rendre ça un peu plus mystique et un peu plus humain, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi le côté un peu où tu sais pas vraiment ce que c'est Renfri finalement. Tu sais qu'elle est pas humaine, qu'elle a des pouvoirs, mais tu sais pas à quel point. Ouais. Et tu sauras jamais, et c'est un peu là aussi où se conclut la nouvelle, tu sauras jamais si il a fait le bon choix en la tuant ou en ne tuant pas le mage, etc. C'est dommage. Et c'est aussi un parallèle, moi, que j'ai beaucoup aimé avec les livres, certes, mais le jeu aussi, c'est que quand Geralt rentre chez le mage pour en gros prendre sa quête d'aller tuer Renfri, comme dans un jeu vidéo finalement, c'est que dans le jeu c'est ça en fait, on te donne une quête, on dit va tuer machin parce qu'elle a tué des milliards de cochons, que c'est une sorcière, etc. Que l'autre va te dire bah non c'est lui qui a fait ça, pas du tout. Et en fait rien n'est jamais blanc ni noir, t'as toujours ce qu'ils appellent le moindre mal. C'est un peu toi qui fais ton choix, mais t'auras jamais la bonne solution. Et j'aime bien ce côté où justement il finit l'épisode en finalement spoiler tuant Renfri, et l'autre lui dit bah tu sauras jamais si t'as fait le bon choix. C'est un côté un peu fataliste, mais un peu cool, que j'ai bien aimé. Tu vois, c'est bien. S'ensuit, on retourne à l'épisode 3. La sœur de Foltest, Ada, qui va mourir alors qu'elle est enceinte et maudite, faisant de sa fille à naître une striga. Thibaut, qu'est-ce que c'est une striga ? Bon, une strige, en français. Il n'y a pas vraiment de définition. Enfin, c'est une espèce de goule dégueulasse. C'est une créature qui doit faire 2 mètres 50 de haut, avec des grosses griffes, une tête pas très jolie, etc., comme on le voit dans la série. C'est aussi là que je trouve que la série perd les gens qui ne connaissent pas l'univers. C'est que quand tu le vois faire tous ces signes, parce qu'il faut le savoir, le sorceleur est un espèce de mage, mais c'est pas vraiment un mage, qui arrive à faire des signes, c'est-à-dire qu'avec ses mains, il va faire une espèce de formule magique, une incantation dans sa tête, poser ses mains d'une façon spéciale, et ça va lancer un sort qui va avoir un effet un peu spécial. Sauf que quand tu ne connais pas du tout l'univers, tu le vois juste poser sa main en avant, pouvoir de force, ça fait un truc, ça fait la force, c'est ça. Sauf que ce que tu sais pas, c'est qu'il y en a 10 des signes, et que tu sais pas lequel il a fait, tu sais pas quel effet ça a, tu le vois boire des potions, mais pareil, tu sais pas ce que ça fait, aucune explication sur les potions. Est-ce qu'il prépare pas ça pour la saison 2 avec Vesemir ? Qui explique pour moi ça fait trop de questions sans réponse pour une saison 1 qui est censée c'est le nouveau principe des nouvelles séries, des nouvelles séries plutôt, en mode on a déjà prévu que c'était sur la longueur, donc si tu veux tes questions t'es obligé de t'accrocher à la série. Oui, sauf que pour le coup ça c'est un peu un élément fondateur de l'univers. Donc si t'expliques pas les potions, si t'expliques pas les signes dès le début, putain c'est compliqué quoi. Cette scène-là, c'est limite la scène la plus emblématique où il utilise sa magie pour sceller le tombeau dans lequel il va se réfugier. Après, il le fait plusieurs fois dans la série quand même. Il le fait pendant le combat de Blaviken, donc il utilise un signe de Hard, qui est donc une espèce de télékinésie où il repousse les bandits contre le mur. Pendant la scène du banquet aussi, il le fait pour sortir la meuf de sa transe avec l'aide du druide. Donc il le fait plusieurs fois, mais oui, c'est un peu... faut le trouver. Sur la durée totale, c'est vraiment très très léger. Et la scène de la forêt où il rencontre Renfri, c'est pas expliqué non plus, mais c'est intéressant parce que tu le vois en train de ramasser des herbes. Oui. Herbes qui sont les composants des potions. Ouais, c'est donc tu vois, il y a plein de petits trucs qui sont un peu des clins d'œil. Si tu connais pas l'univers, ça sert à rien parce que tu ne les comprends pas. Ouais, mais sinon, c'est assez gratifiant. Et c'est pour ça qu'il faut un minimum connaître l'univers avant de commencer, quoi. Du coup, après, épisode 4.
Thibaut. Épisode 4 qui se passe 30 ans après la transformation d'Yennefer, donc a abandonné sa peau et son corps de bossu pour devenir une femme magnifique. Elle est incapable de sauver le bébé de la reine d'Aedirn, donc en gros elle a été envoyée à la cour du roi d'Aedirn pour protéger le roi et pour le conseiller, sauf que la reine a été attaquée par un mage noir, un espèce d'assassin. Elle se fait tuer, son bébé se fait tuer, après une course-poursuite à travers des portails. J'ai rien compris à ça. En gros, la reine et Yennefer sont attaquées. Elles sont en calèche, elles se font attaquer par le mage noir. Yennefer et la reine s'enfuient dans un portail créé par Yennefer. Sauf que ça dure beaucoup trop longtemps parce que le mage les suit à chaque fois. Et elle crée, je crois, 4-5 portails. Facile. Ouais. Donc elle passe du désert à la forêt, au pic enneigé, etc. Et ça finit avec la reine qui finit par crever et son bébé aussi dans les bras d'Yennefer. Cette scène est beaucoup trop longue. Plus avec un premier monstre que je trouvais visuellement dégueu. On se serait cru dans Starship Troopers avec ce monstre. Oui, l'araignée chelou là. Ouais. Non, et puis même, en fait, ça, je n'ai pas lu cette nouvelle, donc je ne sais pas à quel point c'est fidèle au livre. Mais scénaristiquement parlant, Yennefer est censée être putain de badass. À quel moment tu fais 15 portails au lieu de juste lui lancer une boule de feu? Et surtout qu'elle est fatiguée, elle aurait pu demander à la rigueur à Doctor Strange pour faire des vrais portails, quoi. Et concrètement, elle devient vraiment badass. Limite, on dirait que le fait d'avoir changé de peau, ça la rend badass et basta. Enfin, il n'y a pas de montée en puissance qui est assez jouissif quand tu regardes quelque chose et tu vois, enfin, des montages où tu vois, il gagne en puissance, etc. Et là, c'est juste, ok, changement de peau, elle est badass. Et donc, c'est après ce meurtre de la reine d'Aedirn que Yennefer, en gros, abandonne son rôle de conseillère / mage normale et devient une rogue, en gros, et vit sa vie. Et donc on retourne à l'épisode 2 où enfin Geralt rencontre enfin Jaskier qui est un barde. Qui est un barde, exactement. Et donc il le rencontre dans une taverne et ensuite Geralt et Jaskier, parce qu'ils ont eu une quête de la part de Jaskier qui veut se faire de la thune, il est au courant. Alors ça aussi, cette quête. Ça aussi je peux reparler des livres. Ouais, parce que c'est assez flou comment c'est amené. En gros, l'univers de Witcher, au départ, t'avais pas de magie, t'avais pas de monstres. En fait, t'avais les elfes qui maîtrisaient un peu la magie, et t'as eu un espèce de cataclysme qui s'est appelé la conjonction des sphères. Conjonction de coordination. Exactement. Et qui a amené les monstres sur Terre. Et d'après les elfes, c'est à cette époque aussi que les humains sont arrivés et qu'ils ont appris à maîtriser la magie. D'accord. Du coup, les elfes ont un peu pris, les humains ont un peu pris la place des elfes dans l'univers. Les elfes sont devenus des renégats qui sont détestés de tout le monde, etc. Et bref. Ce moment-là de la série, c'est les monstres se font de plus en plus rares. Du coup, les sorceleurs ont de moins en moins d'utilité aussi. Okay. Et Jaskier et Geralt recherchent un endroit où Geralt pourrait faire son travail, en fait. Parce qu'il n'y a plus de monstres nulle part et qu'à chaque fois que les gens font appel à lui, c'est parce qu'ils croient avoir vu un truc, sauf qu'en fait, ils veulent juste qu'ils tuent leurs voisins ou un truc comme ça. Ouais, voilà. J'ai des rats dans ma cave. Exactement. Va tuer les sangliers, s'il te plaît. Et donc on arrive dans une espèce de coin reculé du continent où il tombe sur des paysans. Les paysans font appel à lui parce que soi-disant il y a un espèce de diable qu'ils appellent le Diabolo dans les livres. Le Diabolo, vraiment. Diabolo Grenadine. qui s'en prend à eux, qui leur fait des blagues, etc. Et donc Gérald se dit cool, c'est une quête, je vais aller voir. Et il tombe sur ce Diabolo. Qui ressemble étrangement à James McAvoy dans Narnia. Oui, c'est pas faux. Quand je vois ça, je me suis Deuxième référence à James McAvoy en 2 podcasts, je crois. Vrai, je suis désolé, moi j'aime bien sortir des... Et donc ils tombent sur lui, ouais. Ils essaient de le friter, sauf que le mec est plutôt balèze. Il est grand en plus. Il est grand, il est puissant, etc. Et finalement, les deux, Geralt et Jaskier, se font péter la gueule par des elfes. C'est ça. Et c'est là que tu découvres un peu les elfes qui ne sont pas les elfes du Seigneur des Anneaux, qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas des beaux gosses, etc. Qui ne sont plus. Qu'il était à une époque. Parce que là, il rencontre le roi. Il rencontre, un roi. Le pseudo-roi. Ouais, c'est ça. Il rencontre un seigneur de la elfe, tribu, quoi. De la tribu de Dana. Un seigneur elfe, du coup, qui s'est fait voler ses terres par les humains. Et c'est le côté politique, moi, que j'ai bien aimé aussi. Mais au final, ouais, ils s'en sortent bien, vu que les ravisseurs les libèrent. Torque et Filavandril. De Toruviel. Après une discussion très, très philosophique. Ouais. Mais Torque, bien évidemment, on parle pas du film de merde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Fast and Furious de moto. Du coup, retour sur l'épisode 3. Donc pour rappel, ça fait 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3. Laissez un message après le bip. Triss Merigold travaille avec le roi Foltest et Geralt guérit la Strig. Donc la Strige, le but c'était la fille du roi
qui avait été maudite par le conseiller du roi qui était pas content, etc. Et en gros, le moyen de sauver la Strige, c'était de la faire dormir une nuit en dehors de son tombeau, qui était un peu galère parce qu'elle est très puissante et qu'elle tue tout le monde. Et donc on a un combat entre Geralt et la Strige qui est plutôt classe, moi je trouve. Ouais, mais avec par moments, je trouvais ça un peu ridicule où c'était, mais enfin c'est pas cohérent. Enfin, je sais pas. Encore une fois, j'étais partagé sur ce. C'est marrant, mais le combat, j'ai eu des échos de Buffy contre les vampires à certains moments. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, avec je sais pas comment dire, le design du monstre. Ouais. Et un peu les grandes pattes où tu sens que le monstre il est censé être impressionnant mais il est un peu pas très à l'aise. Après moi je il trouvais te met un gros coup de patte, Gérald il s'envole à 15 mètres alors qu'il l'a quasiment pas touché. c'était assez fidèle à ce qu'on pouvait trouver dans le livre, je trouvais. C'est bien. Oui. L'imagination que tu pouvais avoir, c'était pas mal. Et petit aparté sur Triss Merigold aussi, qui est le personnage, je trouve, le plus raté de la série. Rappelle-nous, c'est qui Triss? Triss, alors il faut savoir, entre Geralt, Triss et Yennefer, il y a un triangle amoureux, qui est un peu, c'est un peu le principe des jeux vidéo aussi, c'est que tu choisis un peu ton destin dans chaque jeu, et tu peux choisir, avec les choix que tu fais dans le scénario, avec laquelle tu finis des deux. Et moi je sais pas, en fait... Avec Jaskier. Avec Jaskier. Moi j'ai été tellement déçu du traitement qu'ils ont apporté à Triss, qui est un personnage que j'adore dans les jeux. Et là, mais elle sert tellement à rien. Et puis l'actrice, on va pas se mentir, elle joue pas très bien, moi j'ai trouvé. Très vide. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup d'émotions, ouais. pas... Globalement, il n'y a aucun acteur, aucun personnage qui véhicule vraiment une émotion. Je suis pas d'accord. La Reine Calante, l'actrice est géniale. Ouais. Elle se donne plus que les autres, mais enfin, ça passe pas trop. Sakasuri, le druide, est très classe aussi, je trouve. Ce personnage est génial aussi, je trouve. Les nains étaient grave cool. Les nains étaient cool. Non, je suis désolé, je trouve ça très drôle. Il y avait un petit côté Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé. Et pour le coup, c'est des nains normaux. C'est comme des vrais nains. on Oui, l'entend. Voilà, c'est. Il y a des nains, des petits nains, des moyens nains et des grands nains. Je pense que le grand nain, il fait ma taille. Hors blague. Hein. Hors blague, ouais. Parce que quand tu l'as à côté d'Henry Cavill, tu dis, ouais, je dois mesurer ça, ouais. Donc on arrive à la fameuse scène du banquet. Ouais. Où la Reine Calante... Dans l'épisode 4, c'est ça? Ouais. Dans l'épisode 4, bien joué. Où la Reine Calante présente sa fille Pavetta parce qu'elle est en âge de se marier. Et du coup, les hommes de tous les royaumes les plus nobles, on va dire, sont venus pour présenter leurs hommages et essayer de courtiser un peu la reine et sa fille pour rentrer dans leur bonne grâce. Donc on a des gens de Skellige, qui est donc le nom de l'île que je cherchais, qui est un peu l'Écosse de ce royaume, avec les mecs en kilt, etc. C'est vrai. Bien alcoolisé. Bien alcoolisé, bien bâti et bien barbu. Et donc il y a ce banquet qui se passe bien, etc. Jusqu'à ce que... Sonic. Avant Sonic, il y a aussi, on comprend que la Reine Calante a invité Geralt, on sait pas trop pourquoi, mais elle lui fait comprendre qu'elle a besoin de lui pour une mission un peu spéciale. En plus, on comprend pas qu'est-ce qu'il fout là à ce moment-là. C'est ça. Mais il accompagne Jaskier, en fait. Bah, en fait. Il protège Jaskier, entre guillemets. Dans la série, oui, mais dans le livre, non. Okay. Dans le livre, la reine lui explique dès le début, j'ai besoin de toi pour une quête un peu spéciale. Tu vas devoir utiliser tes dons pour quelque chose, etc. Et lui fait comprendre que de toute façon, c'est pas un meurtrier. Et bref, le banquet se déroule jusqu'à ce que le fameux Duny, alias Sonic le rebelle, arrive. Duny qui est le prétendant de la princesse et qui annonce que... qui fait valoir son droit de surprise. Voilà. Bon, on est d'accord, ils se connaissaient déjà, Duny et Pavetta. Oui, ils se connaissaient déjà. Ouais. Et donc il fait valoir son doigt de son doigt de surprise, c'est bien mais ça. C'est plus tard. C'est plus tard. Et donc le doigt de surprise qui concept assez flou quand même, un concept assez flou de cet univers, mais qui dit c'est assez compliqué. Ouais. Qui dit que en gros, quand tu sauves la vie de quelqu'un, cette personne a le droit de te dire que tu auras le droit, justement à ce fameux doigt, lol, de surprise, qui dit que quand tu débarques, la première chose que la personne recevra sera à toi. Tu me donneras ce que tu possèdes déjà et dont tu ignores encore l'existence. C'est ça. Ça arrive pas mal de fois, on entend pas mal parler pendant la série de ce droit de surprise, mais putain ouais. Démerde-toi pour comprendre. C'est assez brouillon, quoi. Donc la reine était au courant de l'existence de Duny. Elle veut le faire tuer parce qu'elle ne veut pas que sa fille soit unie avec un hérisson. Cette créature qui donc enlève son masque à minuit et c'est un hérisson. Donc c'est un mec qui a été maudit mais c'est un hérisson quand même. Donc elle essaie de le faire tuer, c'est pour ça qu'elle avait besoin de Geralt qui refuse et préfère protéger Duny face aux troupes de la reine. Et on a un pétage de câble de Pavetta, donc la fille de la reine. On comprend qu'elle a un petit peu des pouvoirs magiques quand même. Et donc elle fait un espèce de champ de force de la mort qui tue autour d'elle. En mode ouragan. C'est ça. Alors j'ai trouvé cette scène un peu à la fois belle dans la photographie. Elle est très longue.
Elle est très longue dans le livre aussi. Et on veut bien te faire comprendre, ça dure vraiment, je pense, 5-6 pages, où en gros, Gérald et Sakasuri, le druide qui est là, se regardent. Ils voient le truc arriver, en fait. Sakasuri essaie de lui expliquer depuis le début qu'elle est en train de péter un câble, etc. Et ils galèrent vraiment, comme dans la série, à essayer d'approcher du champ de force, de casser sa concentration pour qu'elle sorte de sa transe parce qu'elle contrôle pas ce qu'elle fait. Et non, ça pour le coup, c'est bien fait par rapport à... Ok. Et donc voilà, ils arrivent à casser le sort de la princesse, et Ginny fait valoir son droit de surprise, et tout le monde se met d'accord sur le fait que, ok, c'est lui qui épousera la princesse. Ça finit comme ça, et on a Gérald on lui demande, bon, qu'est-ce que tu veux pour avoir sauvé la fête, etc. C'est trop génial. Et il part. Moi aussi, je veux un droit de surprise. Moi aussi, je veux un doigt de surprise. Donc il invoque le doigt de surprise. Il met un doigt à la reine, il dit, hop là, surprise. Voilà. Il fait valoir ce droit. Et c'est ce moment où la princesse Pavetta fait « Ah !» Shit. C'est-à-dire que je suis enceinte. Et là, on a un plan final de Gérald qui fait « Fuck !» Ce qui est très différent du livre, encore une fois. Parce que je comprends. Parce qu'il faut le savoir, dans le livre, Gérald, quand il fait valoir son droit de surprise, savait très bien que la princesse était enceinte. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus de sorceleurs et que c'est galère d'éduquer des gens pour qu'ils soient sorceleurs qu'il a envie d'avoir un descendant. Et d'ailleurs, c'est un peu un enculé du coup dans le livre. C'est un peu un enculé. Ça, on l'a pas dit, mais c'est que Yennefer, ok, ça a été installé, on l'a déjà dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants, mais les sorceleurs aussi. Ouais, les mages et les sorceleurs ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord, ok. Et d'ailleurs, petit aparté, encore une fois, dans les bouquins et les jeux vidéo, est-ce que Gérald, il est autant full valeur? C'est-à-dire? Moi, je le voyais plus comme un anti-héros qui limite un peu méchant, mais là, en fait, au fond, c'est juste voilà, c'est le héros renforcé. Alors, je sais pas si tu parles de ça, mais c'est un sujet qui est pas mal abordé dans les livres aussi, ce qu'ils appellent son code du sorceleur. This is the way. Désolé. En fait, c'est ça, c'est que plusieurs fois, t'as des personnages qui vont lui dire mais t'as le droit de faire ça, de toute façon c'est toi qui décides de ton destin, etc. Et Gérald dit c'est contre le code du sorceleur, sauf qu'il t'explique aussi dans le livre qu'en fait il n'y a pas de code du sorceleur et que c'est juste une excuse pour pas faire ce qu'il a pas envie de faire. Voilà. Ok. Donc ça te montre un peu le personnage. Et ben la prochaine fois, comme dira fait ça, je dirai non, c'est pas dans mon code. Et donc on enchaîne, donc juste après le retour sur l'épisode 4, on passe enfin à l'épisode 5, de Yennefer et Gérald qui se rencontrent, sachant qu'il y a un chevalier qui est sous le charme de Yennefer, en mode c'est la plus belle, je veux me marier avec elle. Chevalier qui est un elfe aussi. Ouais, voilà. Hein, c'est un elfe, c'est ouais, plus un elfe. Ouais, voilà. Chevalier elfe. Voilà. Qui est full crush sur Yennefer, mais Yennefer s'en tamponne le coquillage. Et il rentre donc dans la chambre, et qu'est-ce qu'il y a eu? Un jean. Levis. Voilà, un jean Levis. Alors moi, ça, par contre, j'aime bien. Génie et jean. On arrive enfin à dissocier ça, parce que pendant un moment, les génies, c'était des bons mecs gentils grâce à Disney, merci. Sauf que les jeans, c'est pas forcément positif du tout, quoi. Ok, il peut t'accorder des vœux, mais attention, tu vas charger ta sœur, quoi. Mais les jeans, à savoir dans l'univers de Witcher, t'en as plusieurs types. T'as là en gros le jean pardon, j'arrête. Le jean qu'ils affrontent là, c'est un jean d'air, par exemple. T'as le jean de feu, t'as le jean de terre, t'as le jean d'eau, tu comprends mieux etc. pourquoi t'as une espèce d'ouragan qui se fait c'est ça. Dans la chambre. Je trouvais la séquence assez sympa, bien que tu comprends pas forcément tout. Bah là, en gros, le concept, c'est que qu'est-ce qu'il fait comme vœu? Est-ce que ça c'est expliqué dans le livre? Oui, ça, c'est le truc que je sors. Le concept, en gros, c'est que Yennefer finit par apprendre que Gérald a un djinn en sa possession, qu'il a le sceau qui le reliait à son vase, on va dire. Et comme elle est toujours en quête de puissance et qu'elle a envie de pouvoir enfanter à nouveau et de faire repousser son utérus, elle veut récupérer les pouvoirs du djinn, en gros. Avec une petite méprise dans le sens où c'est Jaskier. Elle croyait que c'était Jaskier qui avait fait les vœux, alors que c'est Gérald. C'est ça, parce qu'en gros Jaskier tenait le vase, Gérald tire le bouchon. On sait pas exactement qui. On pensait que c'était Jaskier qui avait le droit au vœu. Il en a fait 2. Oh, moi j'avais compris comme ça c'était. Oui, mais ça a été présenté comme ça. C'est qu'au début, Jaskier fait 2 vœux. Yennefer pense que du coup il n'en reste qu'un. Elle force Gérald à en faire un 3e. Et ils finissent par comprendre. Ah, mais non, en fait, Gérald, dès le début, on avait le droit à 3. Il n'en a fait qu'un seul. Qu'est-ce qu'il fait comme vœu en fait? Parce que je suis pas sûr que ça sera expliqué, parce qu'elle a compris. Elle fait t'as fait ça, salopard. En gros, il rencontre Yennefer. Il a pas tout de suite le coup de foudre, mais en lui parlant, etc., tu comprends que il y a quelque chose. Bien se la taper quand même. Ouais, parce que change radicalement le jeu, il change radicalement avec Yennefer, où t'as plus du tout l'impression que c'est le même personnage. Ouais, clairement. Bah, comme il le dit à un moment, putain, mais c'est pas possible. Avec toi, j'en dis plus en 5 minutes qu'en 5 semaines. Ouais, qu'est-ce qu'il fait comme vœu? Parce que je crois que c'était un espèce de truc d'amour ou je sais pas quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'il la rencontre.
Elle veut donc prendre possession de ce djinn, etc. Lui, il lui fait comprendre qu'elle n'arrivera pas à le vaincre, que c'est trop puissant, etc. Elle commence à combattre le djinn. Elle se débarrasse de lui normalement en le balançant dans un portail et en lui disant tu dégages, j'ai pas besoin de toi. Et je sais plus si c'est pareil dans la série, mais dans le livre, tu vois la maison en train de se faire éclater. Bah, elle se fait éclater. C'est ça. Ouais. Parce que le djinn, en gros, pour le capturer, il faut qu'il ait épuisé tous ses vœux. Ah oui, d'accord. Sauf que comme c'est pas Jaskier qui fait les vœux, c'est Gérald, il lui en reste un. Donc il est encore à sa pleine puissance. Du coup, elle galère, elle utilise toute sa puissance et elle est dans la merde, Yennefer. Okay. Gérald le comprend, il revient sur place. Et pour la sauver, la seule solution qu'il a, c'est d'utiliser son vœu. Okay. Sauf qu'il a pas envie qu'elle crève. Donc le vœu qu'il fait, c'est de lier son destin au sien. Ils deviennent full in love. Et après, ils baisent, quoi. Et après, ils baisent. Et encore, autre différence avec la série et le film, c'est que dans la série, on te fait croire que Yennefer n'est pas au courant de son vœu et qu'elle le découvre 20 ans après en mode « Ah, mais c'est pour ça qu'on est amoureux, c'est parce que t'as lié ton destin au mien, du coup je t'aime plus, etc. » Dans le livre, il fait son vœu devant elle. Elle est au courant direct. Elle fait « Mais pourquoi t'as fait ça ? Je te kiffe, on fait l'amour. » Bim. Voilà. Bah, c'est ça dans la série. Hein. Non. Bah si, enfin, elle fait « Mais pourquoi t'as fait ça » et tout, pète un câble. Oui, non, mais elle se rend pas compte que c'était son vœu, tu vois. Il lui dit en face, mais il lui c'est dit pas couvert quel était par son la vœu tornade. exactement, c'est ça. Ok. Bon, nickel. Bref, voilà. Retour en arrière avec l'épisode 4. Les parents de Ciri, Pavetta et Denis meurent alors que leur bateau coule en mer. Je lis ça, mais je ne m'en souviens pas. Pas non plus. Je n'ai aucun souvenir. Bon, on passe là-dessus. Ensuite, on avance enfin, et je pense que là, ça va aller crescendo jusqu'à la fin. Épisode 6, Yennefer et Gérald se rencontrent de nouveau, on ne sait pas combien d'années après, et qui travaillent sur le cas d'un mystérieux dragon vert. Vert, entre guillemets, que je fais avec mes doigts. Bah, c'était assez sympa. Ah oui, non, c'est cool. C'était jusqu'à la rencontre du dragon, je trouvais ça cool. Ouais, c'était intriguant, ça t'apportait des nouveaux et personnages. Je voyais pas le coup venir justement du mec c'était cool de voir qui était en fait le fameux dragon doré qui soi-disant est une pure légende. Je trouve ça intéressant d'intégrer des nouveaux personnages qui sont malheureusement très vite jetés aux oubliettes. oubliettes. Puis encore une fois, tu comprends parce que t'as pas le choix que les hommes peuvent certains dragons peuvent se transformer en hommes, mais bon, c'est pas plus creusé que ça. Mais pour revenir sur ce dont tu parlais pendant ton avis, c'est que le character design du dragon était vraiment dégueulasse. Ouais, et puis il est énorme. Et tu te dis mais pourquoi tu les éclates tous si tu combats. Genre le dragon se cache dans un coin de sa caverne. Genre ok, t'es fatigué, t'as un œuf à protéger si tu veux, mais et tu pour fais la forme, 15 mètres de haut. il fait un petit crachat de feu pour ça, question de dire bon, je suis un dragon, mais basta quoi. Enfin, on aurait dit une espèce de morphing mal foutu. En gros, un visage humain sur une tête de dragon. Et donc c'est après ce combat que Yennefer, dans la série en tout cas, est censé apprendre que l'amour qu'ils ont entre Gérald et elle est là à cause de ce vœu et qu'elle le quitte parce que du coup elle se dit que c'est pas vrai, etc. Ok, oui, c'est bon, ça me resitue. Donc ensuite, Gérald se rend à Sintra pour réclamer son droit de surprise, à savoir récupérer Ciri. Donc il apprend que son droit de surprise c'est une fille. Il se fait capturer parce on comprend que la reine Galante n'a pas du tout envie de donner sa petite fille à ce monsieur qui est un peu louche. Du coup, en premier lieu, elle lui donne un faux enfant, en gros. Elle lui fait rencontrer une fille qui n'est pas Ciri. Qui s'appelle Alexa en plus. Donc, oui. Et finalement, quand Gérald de Palmas découvre le poteau rose, on aurait dû l'appeler GG tout le long. GG est mis en prison parce qu'il est un peu trop gênant et qu'il pose un peu trop de questions. Et c'est là que Sintra est attaquée par Nilfgaard. Donc de ce qu'on voit, c'est entre l'épisode 1 et 7, t'as une bonne liaison entre les deux. C'est là que les timelines se rejoignent. C'était là où on se disait c'est bon, ça se rapproche, ça se conclut un peu plus rapidement. T'as Sintra qui tombe aux mains des forces Nilfgaardiennes. T'as Gérald qui est présent, mais il est emprisonné, donc du coup, il fait rien. Il peut pas aider la reine, ouais. Et t'as Sakasuri qui essaie de la convaincre que la seule chance de survie, justement, est de retrouver ce fameux Gérald sur son lit de mort. Avant de se jeter par la fenêtre comme le roi de Game of Thrones. Retrouve Gérald. Donc c'est ce qu'elle veut faire, sauf que cette connasse aurait peut-être pu préciser qu'en fait il était juste à côté. Voilà, ça c'est juste le truc qui m'a fait tilter. Retrouve Gérald, je l'ai mis en prison, wesh. Il est juste dans le donjon. Ok, je vais partir. Tu fais vraiment très bien le père Fouras. Mon premier se trouve en bas du château. Elle aurait pu le préciser. Je suis si vieux. Petite correspondance avec l'épisode 8 de Star Wars où ils vont se barrer à l'autre bout et t'as toute une mission. Alors que tu préviens, tu dis juste j'ai un plan de merde. Gérald, j'ai un plan de merde, voilà. Je sais où est-ce qu'il est Gérald, mais je vais pas te le dire, t'es une fille de 12 ans, t'en as rien à foutre, tu veux que je te le dise? Et voilà, au lieu de
Putain, voilà, ça m'a juste fait péter un câble quand j'ai compris ça, que au final, Gérald, il est à 30 mètres en dessous. Et donc Ciri est la seule C'est ça. de Sintra à s'en sortir. Elle s'échappe toute seule avec dans la forêt. Le petit chevalier, il y avait le petit love interest, tu dis ah chouette, intéressant et tout, quick, hop, il meurt. Et il y a qu'elle qui survit. Tu n'as pas le temps de t'attacher. Sachant que Et Gérald s'échappe de sa cellule aussi. Voilà. Ne trouve pas Ciri et chacun part de son côté. Ensuite, on revient Ouais, avec on Ciri. voit dans l'épisode 2, ouais. Épisode 2, Ciri s'enfuit donc et rencontre Dara. Et tu vois, là, typiquement, ce genre d'écart, 7-2, oui, quand tu l'as sur le papier comme là, ok, tu te rappelles les scènes, mais quand tu le vois en direct, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour comprendre, quoi. Enfin, Et bref. après, donc, c'est un peu la fuite de Ciri. Donc on va passer un peu qu'est-ce qui se passe dans chaque épisode. Donc Ciri qui rejoint un camp de réfugiés, qui se fait attaquer par Nilfgaard et tout le monde meurt sauf elle. Ciri part dans la forêt avec le filtre vert. Ouais. Oh là 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 là. Le filtre vert où elle rencontre les punks à chiens avec leur dread. Leur babos. Les babos de la forêt. Toi aussi tu veux danser, Ciri? Donc la reine des babos, ça s'appelle Dara. Non, Dara c'est son pote, n'importe quoi. Je crois que c'était le nom de la reine. Mais qui au final c'est le bon pote. Non mais je te dis qu'ils sont pas bien. Mais si on y va quand même. Lui il avait Non, tout mais ils compris sont depuis le pas bien. début. Hein, Bah ouais. Donc Ciri et Dara finissent par quitter la forêt avec Sakasuri qui vient la chercher, mais qui n'est pas vraiment Sakasuri. Encore une fois, la fin de ce personnage, moi j'étais tellement triste. Je trouvais le personnage trop cool. Il se fait prisonnier par Nilfgaard, il se fait tuer comme une merde, et l'autre prend son apparence. Tu fais ok. C'était dommage. C'est Game of Thrones, tout Ouais. ça. Bah, c'est le mec là qui apprend à Arya à se battre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il meurt et un doppelganger prend sa place. Et donc c'est ce Sakasuri, faux Sakasuri, qui récupère Ciri et donc qui essaie de les amener jusqu'à ses chefs. Et finalement, Ciri finit par découvrir que ce Doppler n'est pas vraiment Sakasuri. Elle s'enfuit. Et parce que l'autre arrêtait pas de lui dire, il est pas net, alors qu'il le connaissait même pas. C'est genre, ton pote, il est pas très cool, quoi. Elle Et est là, genre- extrêmement niaise. Elle est un peu niaise. Ouais. Bon, après, tu sais pas trop comment ça se passe. C'est le premier mec que tu vois, que tu connais du visuel, tu vois, tu peux vite tomber sous le truc, quoi. Mais Et donc- réveille-toi, quoi. Ouais. Et épisode 8, donc c'est le final, avec la bataille des mages. Donc ça, c'est politique. C'est les gentils mages qui veulent protéger le continent de l'avancée de Nilfgaard, et la méchante mage qui aide Nilfgaard à avancer. Moi, c'est un peu ma grosse déception. On a un combat entre mages. Putain, niveau puissance. Mais c'était, ouais. Oh là là, ils ont pas beaucoup de mana. Hein. Même, c'était pas forcément beau. Il y avait des plans. Et puis, là, je refais mon enculé. En termes de géographie, messieurs. Putain, tu vois les plans au loin, tu dis, bon, ça va! Ils peuvent y aller. Tu vois les flammes, tu vas aller te battre, tu sais qu'il se passe quelque chose. Putain, t'as l'impression que c'est à 15 jours de marche, quoi, les gars, merde. Mais il y avait contre, trop. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir que t'avais différentes magies, que chacun avait un peu sa spécialité. Bon, après, est-ce que c'est véridique voir Triss Merigold faire de la magie des plantes pour faire un mur végétal pour protéger la porte? J'ai trouvé ça un peu niais, un peu nul. Faut le savoir, juste dans le dernier jeu, Triss, c'est la mage du feu. Genre, elle balance des boules de feu, mais c'est l'étoile de la mort, si tu veux. Et là, elle te fait un mur de plantes à la mort moelleux. Rafflesia, attaque ouais, c'est ça, Féliane. c'est exactement, c'est attaque Sarment de World of Warcraft. En gros, c'est une toile d'araignée. Oui. Donc ils mettent des coups d'épée. Bon, les lianes, elles ont du répondant, elles chopent les bras, voilà. Mais c'est absolument pas crédible. Et concrètement, c'est comme une toile d'araignée dans le sens où, ouais, c'est très compact au milieu, mais ça n'empêche pas qu'il n'y a que 5 ou 6 points au bord pour tenir à la porte. Ouais. Et c'est totalement ridicule. Et pendant ce temps-là, avec Yennefer qui communique comme un Jedi avec tous ses partenaires par la pensée. Oui, et puis c'est la mage la plus puissante, mais c'est elle qu'on va mettre pour faire le guet dans la tour de garde, tu vois. Oui. Logique. Ouais. Oui, mais c'était pour préparer Oui, son explosion intérieure. Exactement. Quand elle contrôle enfin le chaos. Je vais me libérer. Elle est en haut du caillou, super cliché, tu vois les soldats qui viennent sur elle. Donc elle finit par buter toute l'armée C'est avec ça. une attaque de Salamèche où elle brûle toute la Je forêt. fais une déflagration de Dracofeu. Dracofeu, ouais. Voilà, c'est... En parallèle, il y a Gérald qui du coup s'est fait mordre par des zombies, Ouais, des espèces de par morts-vivants, des là. ghouls, je sais pas comment on appelle ça. J'aurais dit des Necker, qui est une autre espèce de monstre, mais je suis pas sûr. Mais bref, tu comprends qu'il se fait un peu
empoisonné par la morsure d'un de ces monstres, il est en PLS et il se fait ramasser par un mec qui lui dit oh là là, je vais t'aider, petit haut là, grimpe dans la carriole, là, tu vas Alors voir. qu'il est plus vieux que lui, l'autre. Gérald, il est en bas de total, il fait un mauvais trip. Du coup, voilà, on découvre enfin sa maman, on comprend que sa maman l'a abandonné à Vézémir, qu'on découvrira a priori dans la saison 2. Ok. Et c'est ce que font tous les parents qui donnent un enfant à des sorceleurs. C'est en gros, ils se débarrassent de leur enfant, et c'est toujours des orphelins, enfin pas des orphelins, mais genre des enfants abandonnés qui sont élevés par les sorceleurs. Et pour le coup, puisque normalement ils sont censés avoir Vézémir pour la saison 2, chronologiquement parlant, le but ce serait qu'il entraîne Ciri. Ouais, ok. C'est ça qui pourrait être cool aussi. Bon, et donc voilà, Gérald Donc, sort ils de sa arrivent, transe, ouais, il c'est se ça. guérit. Ils arrivent au niveau d'une certaine ferme, là. Ils arrivent à la ferme. C'est ça, hein. On nous fait croire jusqu'à la fin que Gérald et Ciri ne vont pas se retrouver parce qu'ils partent chacun dans une direction différente. Les deux finissent par se retourner. Ouais, alors d'un point de vue géographie, Ta race. non, mais ça m'a fait péter un câble parce qu'elle part tout droit derrière. Donc techniquement, si tu continues à courir tout droit, tu t'en éloignes. Lui, il passe par la gauche. Et comme de par hasard, il tombe face à face. Je veux bien comprendre que Ciri, elle a une plus de localisation pour Gérald, mais... T'as ça, mais c'est surtout ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que c'est le destin, qu'ils étaient destinés à se retrouver. Ouais. Et que même si ils prennent pas des directions... Et c'est là qu'il se remémore la prophétie dans le premier épisode de Renfri. Crush, là, de Renfri, lui disant qu'il était lié à la fille de la forêt, blablabla. Et donc voilà, la scène, la série Qui manquait se un peu clôture d'émotion, sur hein. Ciri qui dit qui est Yennefer. Moi, j'aurais préféré qu'ils se voient pas, en fait. Genre Alors que... non, moi non, je mais suis pas que d'accord. tu... non, mais moi j'ai tu- attendu genre- pendant toute la saison qu'ils se rencontrent. Mais non, mais tu les vois pas, genre... Qui se touchent pas, enfin, qui soient pas un mètre. C'est Tu sais, que t'es dégueulasse, vraiment le face à face. Non, mais genre, il se fait un câlin, C'est elle le sa prend dans sa fille, bras, non? calme-toi, il va pas la toucher, c'est dégueulasse. Pour les gars. D'accord. Elle lui fait un câlin ou un truc comme ça parce qu'elle est contente de le voir, non? Moi, je voyais mieux en mode, ils sont face à face. Enfin, voilà, c'est tout. Tu vois, Pour ce que ça change. Et c'est aussi un des reproches que je fais aussi à la série, c'est que il ne maîtrise absolument pas les cliffhangers dans cette série. Ah ouais, non. Tu vois, c'est Fou. une fin d'épisode où tu te dis ça s'arrête sur quelque chose, tu fais oh putain vite il faut que je lance le nouvel épisode. Là mais clairement j'en ai rien à foutre à chaque fois. Enfin ça ne marche pas. Vu qu'ils n'ont pas instauré cette complicité avec les personnages ou avec une histoire que tu essaies encore de comprendre, bah du coup de fait tu ne peux pas faire de cliffhanger parce que Mais encore une fois, t'es plus attaché au personnage quand tu connais un peu l'univers. Ouais. Mais voilà, globalement. Non, mais en soi, moi, c'était une bonne série. C'est vrai que la chronologie, techniquement, ça va être abandonné dans la saison 2. Mais voilà, à voir. J'ai très hâte de voir la saison 2, en tout cas, qui est pour 2022. 2021. 21. Ça va être tourné cette année, ça sortira 2021. Donc, On espère, Inch'Allah, que Marc Hamill jouera Vézémir. oui, sachant que dans Ça, la je serais série, fou, je dans la serais série Nightfall, pourquoi tu penses à lui? Parce que en justement, gros, il a un rôle dans la série Nightfall. non, Les gens ont fait une grosse liaison sur ça sur les réseaux sociaux. Il incarne un chevalier templier, mais qui est vraiment excellent, genre grosse barbe et tout. En Quoi. fait, c'est aussi parce que sur Twitter, donc Marc Hamill est très présent et parle beaucoup. Et les fans ont balancé des messages en mode on aimerait tellement voir Marc Hamill dans le rôle de Vézémir. Ça fait un moment, ça fait déjà un moment. Et le mec avait répondu, je crois, il y a 6 mois. Je ne après avoir connais vu pas une photo trop, du mec, je ne sais pas de quoi ça parle ni ce que c'est, mais j'ai envie d'en être. Tu vois. Ce à quoi Netflix avait répondu. Putain, on aimerait tellement. Voilà, en gros. Et je pense qu'ils aligneront le chèque qu'il faut derrière. Mais j'avoue, enfin avec. Il est pas si cher, Marc Hamill, de toute façon. Donc, Oui, mais il a pas fait beaucoup de films. Oui, mais il pourrait Ouais. légitimement réclamer par Oui. rapport à son passé et tout. Voilà, je veux tant. Et ils Ouais. diront oui, d'accord, très bien. Oui, on accepte. Ouais. Pas de souci. Mais après, en gardant le même look de Jedi du dernier, oui, c'est. Non, dans c'est Nightfall, canon. vraiment, c'est grosse beubare, mais vraiment une énorme barbe en mode il se bat à une puissance. Un moment dans la série Nightfall qui est excellent. Mais c'est marrant parce que moi, je sais C'est- pas vous, mais Marc Hamill, c'était un acteur qui, à part avoir fait le Joker dans les jeux, avoir prêté sa voix au Joker Dans et le avoir- dessin animé, surtout. dans le dessin animé, et avoir fait Une Luke apparition, Skywalker ouais. il y a quelques années. Il a fait une apparition aussi dans Non, une mais autre série. ce que je là. veux dire, c'est que je ne savais pas trop à quel point sa carrière était énorme. Oui, mais Et c'est un truc que j'ai vu récemment, c'est qu'il a fait tellement de choses, en termes de et voix, c'est un déjà, acteur tellement cool. ouais, Et Il non, a moi, toujours je été suis très très cool. hypé par la suite et j'aimerais beaucoup le voir dans cette série. Quoi. ce serait très très cool. Ok. Et voilà. La showrunneuse de la série a annoncé qu'il y aurait 7 saisons. Elle a prévu 7 saisons. Voilà. Mais alors, La- moi, je la- leur dis bon courage parce la qu'avec 2 le. arrive en 2021
Et ils ont prévu cette saison. C'est surtout avec le planning d'Henri Cavill, quoi. Et il y a combien de bouquins pour info? Alors je sais plus, parce que t'as 5 bouquins principaux, mais t'as aussi d'autres livres. T'as des romans et t'as des recueils de nouvelles. T'as des romans et t'as des recueils de nouvelles qui sont pas les mêmes. T'en as 5 et t'as le 5e qui est sorti il y a pas si longtemps, qui se passerait avant, je crois. Voilà, je crois. Voilà. Ok. Très bien. Qu'en a pensé la presse d'Allociné? 2,6 pour la presse sur Allociné. 2,6 sur... Ah, c'est sur 4. Sur 5 Ouais, pour Allociné. Ah ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais par contre, les spectateurs ont bien sûr kiffé avec 4,1 sur 5. Mieux. Ouais. Beaucoup mieux. Sur Rotten Tomatoes, 66%. Après, Rotten Tomatoes, ils sont durs, hein, de manière générale. C'est vraiment des tomates pourries. Ouais, mais pour moi, c'est... Enfin, non, en fait, moi, je suis plus comme Metacritic, qui, lui, est à 53%. Ah ouais. Ouais, mais les Américains, voilà, ils sont en président. Parce que je vois les défauts de la série. Je sais à quel point il peut ne pas être abordable pour des non-fans. Mais même niveau amusement et tout, je pense que je lui mettrais 7 sur 10. Tu vois. Mais objectivement, sans avoir lu le bouquin. Et toi, Tristan, c'est pareil. 7 sur 10 sans avoir lu le livre. Là, je lui mets 8-9 parce que je suis fan de l'univers. Tu vois. Ouais, je mettrais 7 sur 10 aussi. Ok. Parce que ça fonctionne, tout fonctionne. J'ai quelques critiques. Il y a SY qui note sur Allociné 0,5 sur 5. Okay. Série affligeante, nulle, sans histoire. Le scénario ne tient pas, les acteurs n'ont aucun charisme, les costumes achetés chez Zara, Hugo Boss ou Chanel. De qui on se fout? Qui a osé comparer cette merde à Goth? Qu'on me dise que cela ressemble à Bioman, un téléfilm pourri de M6. Ok, mais Game of Thrones, ne perdez pas votre précieux temps et visionnez une autre série qui en vaut la peine. Le truc, c'est que je me demande si on a vu la même chose, du coup. C'est toi, à vous. Olivier, c'est toi qui as écrit ça. Je suis sûr. Le deuxième, il est bon aussi. Je vous lis un autre commentaire. Alors, 0,5 étoiles sur 5 encore, de la part d'un nommé Narlac. Tout le monde l'attendait. Elle est là, la purge intergalactique. Énumérer les qualités de cette bouse est extrêmement compliqué. L'acteur principal ressemble à un acteur porno des années 80. Le script n'existe pas, les acteurs s'amusent et tournent en rond. Les effets spéciaux ne servent à rien, les personnages secondaires sont tout droit sortis de Plus belle la vie. Si le cancer était une série, il s'appellerait The Witcher. C'est vraiment... Il a le mérite d'avoir un commentaire bien drôle. Ok. Alors, Cocodé, et pas Cobaladé, qui a mis 5 étoiles directement. Oh, vivement que toutes les musiques sortent. J'aime cette série, je kiffe. Oh, maman. Quoi? Il est sexy. Il est sexy, excellent. Il est excellent. Il est excellent. Bah, écoutez, je pense que c'est une fan. C'est une fan qui n'a regardé d'Henri Cavill. Et Cavill. je pense que moi, je vais terminer. Oui, non. Rabis-toi, Tristan, s'il te plaît. Je vais terminer sur une anecdote que Henri qui a expliqué que pour certaines scènes, il est obligé de faire de la sèche complète. C'est-à-dire boire très très peu d'eau pour justement avoir son corps. T'as le bain et t'as aussi le passage où il est dans le lit bien luisant. Je rebondis sur cette anecdote. J'ai regardé la série avec ma meuf qui est amoureuse sur 20 de Henri Cavill. Et quand on a appris tous les deux justement que Henri Cavill s'était pété le cul pour ces scènes en question, elle m'a dit texto, ah bah ça se voit pas. Il s'est cassé le cul pour rien. Mais là pour le coup, je le trouve beaucoup trop monstrueux en fait. Il faudrait que vous regardiez ceux qui nous écoutent et qui ont joué ou pas à The Witcher 3. Il y a une cinématique qui s'appelle A Night to Remember, une nuit dont il faut se souvenir. Et qui est une cinématique très très cool d'un combat entre Geralt et un genre de sorcière, on va dire. On voit le physique de Geralt dans les jeux. Ouais. Et il est beaucoup plus athlétique. Et c'est beaucoup plus logique finalement compte tenu de ce qu'il fait, comment il combat, etc. Là, on a vraiment l'impression d'être face à un bodybuilder. Un buffle, quoi. C'est ça. C'est un peu too much pour moi. Après, okay. J'adore l'acteur, etc. Ouais. Mais s'il faut pinailler, voilà. Ok. J'ai préparé un jeu. Ah yes. Tu veux jouer à un jeu avec moi? Lequel? Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Monsieur espère jouer les outsiders. Wow. Connaissez-vous bien sûr Burger Quiz? Oui. La catégorie sel ou poivre? Sel. Poivre. Poivre. Vous vous rappelez du concept? En gros, c'est une catégorie, une autre ou les deux. Il va te poser une question, tu dois répondre. Okay. Une catégorie,
une autre ou les deux. Quelles sont Ça les peut- catégories La question peut se voilà. prêter à une catégorie, une autre ou les deux. Ok. Ok. Que j'ai appelé Wish Lorraine, Witcher ou les deux. Wish Lorraine, Witcher ou les deux. Ok. Ok. Vas-y, je m'y prête. Désigne quelqu'un de bête ou de maladroit. Witcher. Wish Lorraine. Wish Lorraine quand t'es une quiche. Bah, le Witcher, il peut être un peu maladroit aussi, hein, on sait pas. Oui, mais il est pas foncièrement, il est pas très, enfin, il est pas con quoi. Foncièrement. Est composé entre autres de 2 œufs et de crème fraîche. Bah, Les deux. Les deux, oui, les deux, ouais. Ou 3 œufs selon les recettes ou les malformations. Les nazis l'adorent. The Witcher. Je suis sûr que sur Allo Ciné Adore d'Adore son là. look. Pour moi, j'ai mis les deux. Les deux, allez, pas pour eux. Et de bonne compagnie devant Netflix. Une Wish Lorraine. Bah, ça dépend. Ça dépend, hein, pour les filles. Ça peut être les deux. Cassia, qu'en penses-tu? Cassia, les deux. Alors, là, ça va être un peu long. Ok. Ok, vous êtes prêts? Les deux. Witcher. Wish Lorraine ou Witcher ou les deux? Witcher. Les deux. Ah, ouais, les deux. Bah, Parce si que- elle est bonne. Ah non, mais c'est lui qui fait pas la Wish. Je vois difficilement une Wish te regarder et faire. Bah, ça dépend si elle parle. Le mec ne soit pas refermé comme ça. Aussi bon chaud que froid. Les deux. Les deux. J'ai pas eu d'avis, donc je donne pas de réponse là-dessus. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? L'œuf dans la poêle. La Wish Lorraine. Ah oui, Lorraine. Celle-ci aussi, je pense que tu vas pas la valider. Ah. On lui dit souvent de sortir un appât pour abuser ou tromper quelqu'un. What? Les deux. Le Witcher, mais je sais pas pourquoi. Le Witcher, parce que, Gérald, on nous suit. Sors ce leurre. Ok, c'est recherché. Moi, je trouve que c'est recherché. Voilà, Gérald je me à la suis- pêche. me Gérald suis à la arrêté pêche à là. la mouche, Je pense là. qu'on va conclure. Hein. Pardon. C'est tard, on est Merci fatigué. beaucoup, Olivier. On est fatigué, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est un bon Yorkmout, ça. Oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. C'était claqué au sol. Top et flop de cette semaine, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plu, qui vous a déplu? Thibaut? Ouais, moi je vais commencer. Donc j'ai 2 trucs que j'ai beaucoup aimés. Alors, il n'y a pas que du Netflix cette semaine. Ah ah. Moi non plus. Donc j'ai un truc sur Amazon Prime Ok. qui s'appelle Treadstone, dont on a déjà parlé. Donc le principe, c'est tiré de la saga des Jason Bourne, pour ne pas dire Bourne, voilà. Et ça revient sur la genèse un peu du programme qui forme des super soldats avec du lavage de cerveau, etc. Et ça se passe, c'est contemporain, il me semble. Ouais. C'est ça. Hein. Enfin, Donc, pareil, il y a encore une histoire de saut dans le C'est temps, ça. mais en gros, tu remontes à... c'est la guerre froide. Tu Ouais, remontes à c'est la ça. guerre Ouais, voilà. froide et à aujourd'hui, où 83, on te 85. montre un peu le programme à l'époque et on te montre aujourd'hui qu'il est réactivé et que c'est terrible et que voilà. Avec les... comment ils appellent ça? Les cigales. Ok. Steven. Et donc tu suis plusieurs Steven Seagal qui sont réactivés, qui commencent à tuer des gens, et certains sont gentils, d'autres méchants, etc. Et j'aime bien cette série, je trouve les combats super bien chorégraphiés. Vraiment, les combats sont cool. C'est ce qu'on s'était dit un peu en private, c'est que c'était un peu la marque de fabrique de Jason Bourne, c'est que les chorégraphies de combat étaient vraiment Je me très rappelle cool. la scène de séquence quand il saute au-dessus de l'immeuble et qu'il rentre par la fenêtre. Dans le Matt premier Damon. Ouais. Oui, dans les premiers. Qui est ouais. fat, quoi. Enfin, toutes les Ça, séquences. enfin, je trouve. les mouvements sont canons, tu sens là vraiment genre la violence de l'impact. Ouais. Enfin, Moi, c'est ce que je me suis dit, que c'est genre premier combat. Alors, c'est pas du spoil, c'est vraiment le premier combat de la série. Il se passe dans le passé avec l'une des cigales, et donc qui s'enfuit en combattant ses geôliers, on va dire. Mais alors, le combat, t'as vraiment mal pour les gens qui l'affrontent. Ouais. Et non, vraiment très cool. Scénaristiquement parlant, il y a beaucoup d'intrigues, donc faut un peu s'accrocher aussi, je trouve. En fait, il y a beaucoup d'intrigues, mais entre guillemets, c'est pas dérangeant, mais ça en devient frustrant dans le sens que il y en a plusieurs, mais au final, elles sont toutes pareilles. Dans le sens que tu vas suivre une cigale, puis une autre.
c'est toujours un peu le même schéma. Du coup, on va dire que les 4-5 premiers épisodes, tu dis bon, vas-y, faut que ça avance. C'est un peu la même chose. Après, j'imagine qu'ils vont se rejoindre, qu'il va y avoir des trucs. C'est ça. etc. Pour le coup, j'ai fini la saison. Donc, voilà. Elle se regarde vraiment bien. Donc, il y a Treadstone, que j'ai beaucoup aimé sur Amazon Prime. Et mon autre coup de cœur, ça s'appelle Modern Love. Ok. Encore sur Prime. Qui est aussi sur Prime, c'est ça. Et donc, qui est une série en 8 épisodes, il me semble. Et donc, chaque épisode est dédié à des personnages différents. Donc, c'est une histoire C'est par pas avec épisode. le casting full, hein? Si. Ok. Donc, c'est une histoire par épisode avec un casting, mais vraiment de folie. On a Dave Patel, on a Slumdog le millionnaire. Slumdog Millionnaire. On a Andy Garcia. Et pas José. Pas José Garcia. Et on a plein d'acteurs dont j'ai oublié les noms, mais vous verrez leur visage, vous vous direz OK. Et donc, chaque épisode, c'est une histoire d'amour, mais l'amour au sens large. Donc, il va y avoir un couple gay qui veut adopter un enfant. Il va y avoir une fille qui drague son boss parce qu'elle a dit daddy issues, en gros. Une histoire d'amour avec un Dave Patel qui est, je trouve, un des personnages les plus attachants. Et déjà, cet acteur, quoi qu'il fasse, ouais, il est génial. Il est attachant de... Qui est un mec qui a monté une application de rencontre, mais qui cherche l'amour. Donc, c'est la situation est rigolote. Okay. Et bref, c'est plein de situations vachement touchantes. Et on ne va pas se mentir, j'ai versé ma petite larmichouille, voilà. Ok. Bon, donc j'ai passé un bon moment, on a regardé ça. Vas-y, t'as pleuré. T'es vraiment un bâtard, c'était une baltringue, Donc j'ai regardé ça avec Mazouz, on a regardé ça en 2 jours, je crois. Ça se regarde très bien, vous passez un bon moment. Donc voilà, je conseille Treadstone et Modern Love sur Amazon Prime Video. T'as un claqué au sol ou pas? J'ai pas de claqué au sol, non. Okay. Peut-être que vous entendre parler me rappellera des choses, mais là tout de suite j'ai rien qui me vient. Bah de toute façon tu me diras avec Tristan, on en a déjà encore. Partage donc je te laisserai présenter le claqué au sol pour moi. Vas-y. Alors au niveau des coups de cœur, moi j'en ai 3. Et il y a enfin un animé. Parce que j'y tenais, parce que j'en bouffais énormément. Donc je vais d'abord commencer par la saison 2 de Sex Education. C'est du régal, c'est complètement cool. Moi j'aime beaucoup. Asa Butterfield, j'aime beaucoup. Bon, j'ai découvert que l'actrice Emma McKay est française. Je ne savais pas. Et que, mais je me suis pas forcément... ils ont fait une com pas possible bah oui, avec le c'est fait justement... qu'il y avait un deuxième français. C'est justement ça que j'ai découvert. Et non, j'aime bien, ça éduque les bonnes choses, ça explique les bonnes choses, et c'est intergénérationnel, et ça c'est plutôt J'ai bien. pas vu du tout, mais ouais, ça a l'air décalé et vraiment amusant. Mais c'est bien, en fait c'est décalé. Genre, il y a une question qui est posée, c'est pas du spoiler, hein. Genre, à un moment, t'as une question sur la vaseline à utiliser dans les couples homosexuels. Ce qui peut être pris à la rigolade par beaucoup de personnes, mais t'as une réponse sérieuse, et ça dure juste 30 secondes. Mais pour les personnes qui se posent vraiment la question, c'est intéressant. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, qui, tout aligné, est très intéressant. Voilà. Ok, mais après, c'est vrai que, mais je crois qu'il me semble qu'on en avait parlé un épisode précédent, mais j'avais commencé, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai arrêté parce que je veux avoir le temps de les binge-watcher aussi. Ah bah ouais, bah là, c'est très très cool. Et Asa Butterfield, là, je refais une aparté là-dessus. On le voit pas assez, cet acteur. Non. Et est-ce que vous avez vu le film La Stratégie Ender? Je l'ai regardé la dernière fois parce qu'il était sur Prime. J'adore ce film. J'ai bien aimé, moi. Mais pour moi, il est sous-coté à mort. C'était Harrison Ford aussi dedans. Oui, exactement. Qui sert pas à grand chose, mais. C'est tiré d'un bouquin aussi, mais avec plusieurs. Et j'ai été déçu qu'il n'y ait pas de suite parce que, en fait. Il a pas marché, quoi. Ender's Game traduit La Stratégie Ender. Pourquoi? Parce que la France. Et deuxième coup de cœur, mais qui est en cours de publication et qui est arrivé en cours de coup de cœurisation. Non, parce que moi je te conquis dès le premier épisode et retrouver le grand et l'unique Patrick Stewart dans Star Trek Picard. Bah j'adorais. Putain, le premier épisode est sorti là. C'est beau. Ils sortent pour info un épisode par semaine, c'est ça. Et putain, c'est beau, la photographie est belle, l'intrigue est déjà bien placée. Patrick Stewart, bah tu sens qu'il est vieux parce que il est quand même sacrément vieux là. Il a des scènes où il marche, où il doit juste, par exemple, on peut accélérer ou marcher. Et ben ils l'ont intégré au rôle du personnage. C'est pas en mode t'as 80 piges, tu vas courir, tu vas escalader des trucs. Donc là il monte des escaliers, il est en plein milieu des escaliers. Est-ce que tu peux juste me présenter le plot en fait? Le plot, c'est très simple. Ça se passe 14 ans, entre 10 et 20 ans après qu'il ait quitté Starfleet. Après la série Star Trek Next Generation. C'est ça, qui pour nous est sortie il y a au moins 25 ans, 30 ans. C'était début des 90, je crois. 30 ans, quasiment. Voilà. Et lui, il est dans le château Picard. Enfin, pas le château, mais dans le vignoble Picard, en France. Je sais pas si c'est en Picardie.
C'est très intéressant parce que tu l'entends parler français. Bon, bien évidemment, c'est le français anglais. Et non, c'est intéressant. Et là, il se remémore, il a des flashbacks de son pote Android. J'ai perdu son nom. Qui meurt, etc. Parce qu'il y a eu tout un plot à l'époque. C'est pas moi qui vais t'aider. Ouais, non, il y a eu tout un truc à l'époque où t'avais les androïdes qui étaient défectueux et qui a eu une espèce de guerre. BB-8. Et donc là, il rencontre une femme qui s'est fait attaquer. Elle a été un peu activée à la Treadstone et qui bute les mecs. Et elle comprend pas. Genre, elle est en panique totale. Son copain vient de se faire buter. Et le seul truc, elle a dans sa mémoire, Picard. Il faut qu'elle aille voir Picard. Et j'en dis pas plus parce qu'après c'est du spoil. Mais très intéressant. Non, on va juste, je te coupe. Alors, Star Trek, moi, l'univers de base, j'ai pas vraiment été sensibilisé à ça. On s'était regardé il y a pas longtemps les films, les derniers films avec Chris Pine et Benedict Cumberbatch. Oui, dans le deuxième. Et Simon Pegg. Oui. J'aime beaucoup cette saga de films, mais l'univers de base, je le connais pas du tout. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez vieillot et d'assez un peu fermé et niche. Voilà, c'est un peu nerd et niche comme public. Parce que il y avait une énorme bataille. C'est eux qui ont lancé justement cet esprit nerd. Enfin, ça qui avait l'énorme bataille à cause de Star Wars. Mais du coup, j'ai vu les news passer sur Picard. À aucun moment, ça m'a intéressé, tu vois. Moi. La question, moi, c'était exactement la même chose. C'est est-ce que un néophyte, qui ne connaît rien à Star Trek, s'il regarde ça. J'y connais que dalle, okay. J'avais pas vu. J'avais vu mon père regardait et tout à l'époque, mais j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là avec Picard, avec comment il s'appelle. Moi, ce que je connais de la série de base, ça a l'air quand même très kitsch, très. La série est extrêmement kitsch. Il y a tellement de saisons, il y a tellement de trucs parallèles. C'est Power Rangers en fait, les combats, les trucs comme ça. C'est Power Rangers de la science-fiction spatiale, quoi. Et ça a été énormément squeezé à cause de Star Wars. Ils ont réussi à apporter des néophytes avec J.J. Abrams, ce qu'ils ont très bien fait. Et non, c'est intriguant, c'est intéressant. Et puis on verra ça se comprend facilement. C'est bien amené. Et voilà. Et dans l'esprit, à mon avis, de ce que j'ai lu, parce que moi j'imagine ça comme une espèce de Logan, le film. C'est marrant, j'allais rebondir sur. Dans le sens que Patrick Stewart avait dit je ne veux pas remettre les pieds sur l'Enterprise. De la même manière qu'on lui avait proposé de refaire un rôle de Xavier dans un prochain X-Men, il avait dit non. Logan, c'était une conclusion parfaite. Je veux m'arrêter là. Et Star Trek, c'est un peu la même chose dans le sens où le personnage n'était pas mort, mais il ne voulait pas remettre les pieds sur l'Enterprise. Et garder cet même esprit, il a dit voilà, j'ai aimé ce qu'on a fait de mon personnage avec Logan. Je voudrais un peu retrouver la même chose. Je pense que c'est ce que lui veut faire avant, je pense, sa mort. C'est clôturer ces trucs à sa manière. Mais je pense qu'il va terminer Picard. Je pense qu'à la fin de Picard. Je sais pas si tu parlais de Logan. Je suis retombé sur une anecdote justement de la sortie au ciné de Logan où Patrick Stewart et Hugh Jackman étaient dans la salle. Ouais. Ils ont pleuré. Et cette scène justement où Logan tue Patrick Stewart et où Logan finit par crever à la fin. Ouais. C'est Patrick Stewart qui raconte justement à la presse qui dit j'ai commencé à pleurer, j'ai eu honte. Je me suis tourné vers Hugh Jackman qui pleurait aussi. Je me suis dit ok, c'était la meilleure façon de dire adieu à nos personnages. Voilà. Tu vois, et j'aime beaucoup la symbolique en fait. Ouais. Mais voilà. Et le troisième coup de cœur, c'est un anime. Ça s'appelle, peut-être la prononciation est mauvaise étant donné que c'est un titre japonais. Ça s'appelle Haikyuu. H-A-I-K-Y-U avec un tréma, je crois, dessus. C'est un animé sur le volleyball. Ah mais oui, tu m'en avais parlé. Alors, sur le papier, tu me dis, Tristan, regarde, c'est un animé sur le volleyball. Je veux dire, ouais, tu te fous de ma gueule, Serge. Non, c'était quoi? C'était Jeanne et Serge. Oui. L'anime sur le volleyball aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Dans ma tête. Traduction de merde encore, Jeanne et Serge. Et j'étais en train de me dire, putain, Serge, tu le vois pendant un épisode. Hein. Enfin, c'était comme Ranma 2000 et les prénoms c'était. Olive et Tom, que tu vois Olive et Tom pendant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je t'ai pas intrigué, mais j'avais tellement de personnes qui arrêtaient pas de m'en parler. Et vu qu'il y a la saison 4 qui a commencé il y a 3 ou 4 semaines, je me suis dit, bon, allez, je me lance dedans. J'ai bouffé 3 saisons en 1 semaine et demie. Sachant que les 2 premières saisons, il y a 23 épisodes et c'est la des dernière, épisodes de 20 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 20. Bon, c'est quand même beaucoup, mais. Oui, mais putain, j'ai adoré, c'est génial. Et en plus, je pouvais m'associer au personnage principal, Hinata,
qui mesure 1m62. J'étais sûr, putain. Voilà, donc moi j'étais là genre putain en fait je peux jouer au volleyball vu que allez ça peut m'arriver. Est-ce que à vous pouvez, l'époque de pouvez sauter haut, envoyer mais- des messages à Tristan pour arrêter de le faire complexer sur sa taille? Mais s'il non, vous je plaît complexe pas sur ma taille, c'est juste qu'il n'y a pas forcément beaucoup de héros ou de personnages principaux petits. Je suis désolé. À part dans le Hobbit, mais C'est vrai que c'est s'ils tout. avaient été. Comment dire? S'ils avaient bien fait les choses, Logan devrait être petit normalement dans les films. Bah ouais, vrai, il c'est fait, un monstre, ouais, quoi. mais il fait, oui, C'est c'est ça, il Wolverine. fait à peine 1m60, c'est vrai. Et donc ouais, IQ très très cool. En gros, tu suis l'aventure de Hinata, qui est un jeune qui est fan de volleyball, mais malheureusement à son collège, il n'y avait pas d'équipe de volleyball. Et il arrive au lycée, il intègre donc l'équipe de volleyball, sachant Hinata qui est amoureuse de Naruto, faut le rappeler. oui, exactement. Sachant que il a des aptitudes physiques très très fortes, il a des réflexes de malade mentaux, il saute super haut. Alors qu'il est petit. Alors comment qu'il est c'est tout possible petit, donc c'est bon, tout le monde est très étonné. Et j'ai bien aimé, j'ai bouffé tout le truc, et très intriguant. Là, il y a la saison 4 que j'ai commencé, et voilà. Est-ce que je peux revenir juste? Oui. Parce que Olivier me montrait son truc qu'il a dans la main. Non, son téléphone, pardon, son téléphone. Son attel. Et il m'a rappelé une série que j'ai regardée qui pourrait passer pour un claqué au sol. Ok, vas-y. C'est la saison 2 de You. Ok. Alors, J'ai toujours pas commencé cette série. voilà, si vous ne savez pas ce que c'est You, la saison 1, c'était un espèce de creep qui suit une meuf pour la draguer. En gros, il connaît tout d'elle parce qu'il la suit sur les réseaux sociaux, il voit tout ce qu'elle fait, elle poste tout en live, etc. C'est creepy as fuck. C'est tellement d'actualité. Mais c'est très réaliste. C'est hein. très d'actualité C'est et tellement c'est vachement intéressant sur le rapport qu'on a aux réseaux sociaux et au paraître et le fait qu'on n'est pas du tout pareil dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux, etc. La saison 1 était très intéressante et j'ai regardé la saison 2. C'est la même chose. Putain, non, justement. En fait, on a l'impression Oui, qu'ils ils ont rajouté une psychopathe en plus. c'est ça Ils ont rajouté une psychopathe en plus, mais c'est surtout, ils ont supprimé tout ce qui faisait le sel de la saison 1, en fait, je trouve. En voulant trop mettre de personnages, en s'éloignant du personnage principal qui était le plus intéressant. Bref, je vais pas spoiler, mais grosse déception sur la saison 2. Ils annoncent une saison 3, mais je vois pas ce qu'ils vont raconter. Là, pour dedans, moi, la parce qu'il y a un saison 3, moment, ça sera celle de 3. la boucle est déjà bouclée depuis la saison 1. Enfin bref, voilà. Une bonne idée qui a été trop exploitée, qui aurait dû s'arrêter il y a une saison. Voilà. C'est ça. Donc là, j'ai deux claqués au sol. Attends, donc, ok. un commun avec. Il y a le premier, je vais vite y passer dessus parce que Vas-y, c'est pas. fais le premier C'est pas et fait le par deuxième en Netflix. C'est commun. pas fait par Netflix. Non, le claqué au sol, c'est la saison 2 de Titan, qui est pas mon surnom, non, mais la série DC Comics. avec Robin bien des années après, etc. J'avais commencé la saison 1, j'avais regardé 5 épisodes, il aurait fallu que je continue parce que j'aimais bien. Ouais, alors la saison 1 est très intéressante, les personnages, tu vois le développement, c'est cool, etc. Mais alors la saison 2, putain, t'as l'impression que c'est ils se sont fait rattraper par les séries de Arrow et Flash, quoi. C'est le même délire, les acteurs sont mauvais, encore plus mauvais que la saison 1, alors que ça se démerdait bien. Et puis même t'as des passages où c'est pas du tout intriguant, pas du tout intéressant, et donc ouais, j'ai été déçu. Voilà, c'est tout. Okay. Je vais pas Si, à la rigueur, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un nouveau Bruce Wayne, encore et toujours, qui apparaît dans la saison 2. On en est au 27e. Ouais, le 27e Bruce Wayne vu à la télé. C'est, putain, il est dans Game of Thrones, c'est le premier bras droit de Daenerys. Oui, d'accord. Voilà, oui. le vieux, Okay. là. Et ben voilà, c'est lui, Bruce Wayne. Ça peut passer, franchement, ça peut marcher. Bruce Wayne vraiment plus tard, quoi. Voilà, et c'est tout. Et donc, si vous avez kiffé la saison 1 de Titan, vous allez avoir du mal à la saison 2. Voilà. Et donc, le claqué au sol que nous avons en commun. Jusqu'à l'aube. Donc, il n'y a pas eu. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas eu beaucoup de com dessus. Et ben au lieu de dire jusqu'à l'aube, pourquoi on dirait pas jusqu'à la daube? Est-ce qu'on dirait pas Until Dawn, qui est le nom d'un jeu vidéo? Oui. Voilà. Until Dawn. Qui est un bon jeu que je vous conseille. Bref, mais voilà, c'est mini-épisode. C'est ça. Donc, le concept, c'est que ils prennent plein de jeunes, entre guillemets, à la mode. Jimo, Thomas VDB, Bérangère Krief, McFly et Carlito, John Rachid. En fait, ça gueule des expressions vulgaires de banlieue à longueur de temps. C'est pas drôle, c'est gênant. Ça fait pas peur, ça fait pas rire. C'est juste une bande de gens un peu connus. Voilà. Est-ce qu'on peut juste expliquer le concept? Ils sont en fait, tu les prends et tu les mets dans un endroit hanté. Et ils doivent survivre à des espèces de défis à la con. Tu prends les vidéos de McFly et Carlito et tu essaies d'intégrer ça en série. Justement, c'est le moment anecdote. On écoute... La voix off est insupportable, pardon. Il y a une voix off en plus. Oh mon dieu. Parce que, voilà, Thomas VDB, qui a donc participé à l'émission, a été invité dans Floodcast, qui est un podcast que nous apprécions. Et il a raconté un peu la genèse de ce projet, en disant qu'à la base, Netflix voulait faire une émission. Le concept, c'était... On vous invite dans le manoir, on vous filme,
vous avez peur, point. Sauf que quand tu invites des gens et que tu n'as rien prévu pour leur faire peur, ça tourne vite en rond. Donc apparemment, le premier épisode, c'était Thomas VDB et les personnes qui l'accompagnent, je ne sais plus qui c'était. Mais bref, ils ont passé une nuit dans ce manoir, sauf qu'il ne se passait rien. Donc je crois qu'il y avait une des participantes qui était en mode « Oh là là, ça fait un petit peu peur quand même !» Mais les deux autres s'en battaient les couilles. Et après coup, Netflix s'est dit « Bon, ce serait bien qu'on prévoit un peu le coup quand même, parce que là on passe pour des bolos. » Donc après, ils ont un peu instauré le truc du « On va faire des jumpscares, on va leur faire des défis pour qu'ils se fassent peur, etc. » Mais petite faiblesse d'écriture de Netflix apparemment. Ouais, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus. En gros, moi je l'ai vu apparaître sur Netflix. Oui, pareil. Ok, c'est quoi? Mais j'ai rien vu de... Mais t'as juste eu des stories en fait. Ils ont juste fait des stories. Ça, Macrae et Carlito, ils ont juste dit au fait, on a ouais, fait mais ça. pour qui n'en parle pas en vidéo, c'est vraiment que même eux, tu vois, enfin, ils y croient pas. C'était pas... Donc bref, ne regardez pas ça. Et mon coup de cœur... T'en as qu'un? Hein? T'en as qu'un? Ouais, j'en ai qu'un. Allez. C'est un stand-up. Ah, un one-man ok. show, bon, qui est enfin plus ou moins récent, qui date de 2018. Ok. De quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Du coup, je ne suis peut-être pas très objectif. Kev Adams. Max Boublil. Anthony Cavana. Dis Copy Comics. tu regroupes tout le monde Florence comme ça. Foresti. Non, Ricky Gervais. Je vois qui c'est, mais je connais pas du tout son Qui a présenté spectacle. la Qui cérémonie, présente les Golden Globes, oui, etc. non, Donc avec un humour vraiment très, enfin un peu humour dark, décapant, comme on pourrait dire. Exactement. Donc, mais en fait, c'est que j'adore ce gars, c'est que rire de la connerie humaine, c'est ce qu'il fait de mieux. C'est caustique, c'est sans complexe, impertinent. Sans contrefaçon. Je suis un garçon. Ah bon? Donc bref, si vous aimez l'humour noir, foncez. Comme beaucoup de stand-up, il parle beaucoup de lui. On pourrait trouver ça un peu narcissique, mais c'est génial dans son narcissisme. Il est riche, il est célèbre, il s'en fout et il le dit et il en rajoute une couche derrière. Okay. Regardez, cool. ne serait-ce que regarder le dernier discours qu'il a fait au Golden Globe. Oh, qu'est-ce qu'il était fort son discours. Oui, comment s'appelle l'actrice qui fait M dans 007? La vieille. Oui, pardon madame, mais... je me sens nul de pas me rappeler. Bref, enfin, très connu. Oui. Il la tacle parce qu'elle joue dans Cats, il fait une vanne que je ne vais pas répéter là, mais il va vraiment très loin. Et tu dis, oh, il a osé dire ça, mon Dieu. Ouais, c'est fort, quoi. Bref, et je pense que ça pourrait être le sujet d'un hors-série de stand-up parce que Netflix a beaucoup de one-man show. Et des bons. Ouais. Judi Dench. Voilà, exactement. Putain. Ok, c'est tout pour nous. Merci à tous. Merci à tous. Pour info, le prochain épisode sera un hors-série. Est-ce qu'on le dit tout de suite sur quoi? Oui, disons-le. Allez vous documenter. XPTDR. Du coup, ce sera un hors-série sur les documentaires, comme l'a gentiment fait deviner Tristan, qui sortira pas longtemps après celui-ci. Voilà. Soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. on verra. Mais voilà, donc clairement, il y aura pas. Je pense que ça va être une conversation à cœur ouvert. Il y aura pas forcément de. Il sera moins travaillé que celui-là, beaucoup moins long aussi, je pense. Ouais, enfin, moins travaillé. Je suis pas sûr qu'on verra la différence, mais. Ne te soumerdifie pas, s'il te plaît. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, on regarde les stats des épisodes. De jour en jour, ça fait qu'augmenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, prochaine étape, n'hésitez pas à commenter et à noter, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas surtout à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans ton cast sur Instagram, Twitter, partout, et Facebook. Partout. Donc venez. Yes. Merci à tous. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Bientôt. Ciao. Bisous. Bye. Un mot, Billy. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2, les enfants.